j'ai envie de parler du boycott culturel parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu important. Vous avez vu peut-être récemment, j'avais fait plusieurs sujets autour de ça, j'en avais parlé assez longuement autour du boycott du coup du film de Nadav Lapid, oui, d'un festival du coup, le FID à Marseille. C'est une affaire bien plus complexe en fait que ce que les gens essayent de dire. Il faut regarder toute la complexité de toute cette affaire pour un petit peu comprendre ce qui s'est passé, bien évidemment. C'est pas une affaire de ils aiment pas la gueule de Nadav Lapid ou un truc du genre, c'est pas une affaire de en fait il n'est pas assez légitime pour venir ou un truc du genre. En fait c'est bien plus complexe que ça et moi j'invite tout le monde à aller écouter du coup Nadav Lapid qui parle de son film et qui parle de ce boycott là à France Inter, mais j'invite aussi à écouter les voix dissidentes qui s'expriment, notamment le collectif La Palestine sauvera le cinéma. Tout ça j'en ai déjà parlé assez longuement, j'en ai déjà parlé je crois plus d'une heure. Je sais que le DFF en a parlé, je sais que le Décolonial Film Festival du coup en a parlé, je sais que le Festival Ciné Palestin en a parlé, je sais que plein de gens quand même en ont parlé à droite à gauche et qu'il y a eu quand même une certaine, pas forcément une montée de bouclier, mais en tout cas qu'il y a eu des gens qui se sont dit bon c'est quand même un sujet important et qui se sont positionnés. Et j'ai vu beaucoup de gens aussi pas nécessairement informés qui ont notamment signé des tribunes, qui ont fait des choses, peut-être les personnes regretteront plus tard ou peut-être que les personnes au contraire vont foncer là-dedans, hein, c'est possible aussi. Donc il y a eu toute une affaire qui a fait remonter un sujet principal qui est le sujet du boycott culturel. Alors le sujet du boycott culturel est quand même un petit peu plus compliqué je pense que pour beaucoup de gens que le sujet du boycott classique, j'ai envie de dire du boycott de biens matériels, du boycott de plein de faits, etc. Le sujet du boycott culturel, là où il est plus compliqué, c'est que quand tu boycottes une marque, typiquement McDo, Starbucks, des trucs du genre, bon ben tu vas dans un autre fast-food, tu vas dans un autre café et ça va quoi, et c'est tranquille. Le boycott culturel, c'est quand même différent, principalement parce que un objet culturel, il est vraiment pas du tout remplaçable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le sait parce qu'il y a eu plusieurs cas de boycott culturel récemment. On l'a vu autour de Oui Nadav Lapid, on l'a vu autour également de certains films Disney où il y a eu des appels à boycott autour de certains films Disney. Mais au bout d'un moment, les films Disney, c'est quand même les gros films de l'année. Donc qu'est-ce que tu fais en tant que créateur de contenu? Tu vas quand même essayer d'aller le voir. Est-ce que tu vas essayer d'aller le voir en payant ta place? Est-ce que tu vas essayer de gratter une place gratuite quelque part, quelque chose du genre, pour essayer de ne pas soutenir? Est-ce que tu vas essayer d'éviter d'en parler ou alors le voir mais ne pas faire de contenu dessus, etc. Mais en même temps, est-ce que ça ne soutient pas également toute la démarche? Ouais, tu le télécharges. Enfin, il y a plein de moyens quand même de faire en sorte de pouvoir être dans un certain boycott culturel. Le problème, c'est aussi qu'au bout d'un moment, quand t'as un buzz autour d'un film, oui, t'auras envie de le voir et t'auras envie d'être à la page également. J'imagine là comme ça, mais je me dis que c'est pas si insensé que ça et si absurde que ça. Mais s'il y a un boycott autour de Avengers Doomsday par rapport aux positions de Disney, notamment sur les luttes LGBT, je pense que il y a moyen quand même. D'ailleurs, Disney est dans la liste de pression autour de BDS, donc peut-être qu'un jour, Disney sera vu comme étant une marque sur laquelle il faut faire un boycott total culturel. C'est possible aussi si demain Avengers Doomsday est boycotté officiellement par des organismes très sérieux comme BDS. Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que créateurs de contenu, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que spectateur? Est-ce qu'on se décide de ne pas du tout aller le voir, sachant qu'il y aura une pression sociale monstre quand même pour aller le voir? Alors évidemment, c'est des problèmes de pays du Nord, j'ai envie de dire, comme disait Thierry Frémaux par rapport à Cannes. C'est des problèmes assez ridicules, ça évidemment. Mais à un moment donné, c'est une question qu'il faut se poser également. Et surtout, au bout d'un moment, ces œuvres-là, elles sont pas remplaçables. Quand bien même on peut se dire qu'il y a des œuvres similaires, quand bien même machin, une œuvre de fiction, une œuvre documentaire également, une œuvre cinématographique en tout cas, elle est à part et elle est unique en son genre, même si elle ressemble à d'autres œuvres qui existent par le passé ou qui existent ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est une question, moi ça m'intéresse particulièrement. Je me suis mis de côté tout de même cette chronique de France Culture. En plus, France Culture, je sais pas si on a déjà écouté ici. Je crois qu'on n'a jamais écouté, mais en plus, France Culture, de manière générale, vu que c'est axé très culture, tout ça, c'est dans le nom tout de même, c'est quand même une radio un peu plus de gauche aussi que France Inter. Ils sont quand même un peu plus malins, et typiquement le fait qu'il y ait eu une défense du coup de la part de Nadav Lapid à France Inter, et qu'à côté du coup dans France Culture, là ce que j'ai vu des intervenants, je me suis dit oh ça va être intéressant, je me dis tiens ça peut être plus malin que prévu, parce que notamment du coup il y a Judith Lou-Lévy qui est donc une des productrices du film Oui Nadav Lapid, donc qui a été assez remontée contre cet appel au boycott de la part des collectifs palestiniens qui étaient présents lors du feed. Et il y a aussi Eyal Sivan, et Eyal Sivan c'est un nom qui est très souvent cité de la part de collectifs palestiniens, tout ça. Eyal Sivan c'est un réalisateur israélien qui est basé à Paris, qui vit à Paris. Moi, du coup, j'ai vu un de ses films. Je l'ai vu d'ailleurs sur la plateforme Ciné Mutant. N'hésitez pas, les gens, à aller sur la plateforme Ciné Mutant. Pour le coup, c'est vraiment le Netflix des gauchistes. Je le résumerai un petit peu comme ça. Mais j'ai vu du coup le film Jaffa, la mécanique de l'orange, que j'ai trouvé vraiment très sympa. Parce qu'en fait, ça retrace du coup la colonisation en Palestine, mais du point de vue, entre guillemets, des oranges de Jaffa. Et je trouve que c'est vraiment très pertinent parce que du coup, on va voir progressivement la colonisation se faire, progressivement également toutes les démarches se faire pour virer les personnes
personnes palestiniennes qui, pourtant, c'est leur terre qu'ils ont développé pendant des années, et comment ces terres ont été ruinées par l'arrivée d'Israël également, et que le fameux mythe, j'ai envie de dire, de oui, mais en fait c'était un désert et Israël est arrivé et a tout nettoyé, et ils ont mis des rues, etc. Ils ont construit des autoroutes. Bah en fait même ça, en fait ils ont plus détruit les terres et détruit la culture palestinienne pour finalement ne rien mettre derrière. C'est assez glaçant évidemment, hein, mais je trouve que du coup Jaffa, en plus c'est un film qui est quand même beaucoup basé sur des archives et sur des témoignages d'historiens, tout ça, donc c'est vraiment très sourcé. C'est un petit peu, je trouve, le reproche qu'on peut faire d'ailleurs à beaucoup de films palestiniens, c'est que généralement c'est quand même beaucoup des films documentaires et des films on va recueillir des témoignages. Moi je sais que les deux films que j'ai vus du coup au Festival Ciné Palestine, le premier film c'était Children of Revolution, qui est un film en fait sur les enfants de révolutionnaires pro-palestiniens, maintenant qu'ils sont plus grands, parce que c'était des révolutionnaires des années 70, comment est-ce qu'ils voient le combat de leurs parents. Et je me suis dit putain, c'est vraiment le film palestinien, c'est-à-dire que c'est des documentaires basés sur des archives télé, 2-3 témoignages qui se baladent comme ça. Et c'est très bien sûr, mais c'est vrai qu'en termes de forme, généralement les films palestiniens sont quand même assez similaires, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Godard, je crois que c'est dans Notre Musique, où il disait que en fait Israël était passé dans l'univers de la fiction, là où la Palestine était passée dans le documentaire, dans le noir et blanc, dans l'exploration du passé, puisque justement c'est impossible de construire un avenir durable. Et généralement c'est un petit peu la même fin dans beaucoup de films palestiniens que j'ai pu voir, de regarder vers l'avenir et de se dire bon, on sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Jaffa il en fait partie bien sûr, mais je trouve que le film il est quand même très malin, hein, bien sûr, c'est pas une critique non plus, et c'est pas un shade aux films palestiniens, et évidemment que de toute manière les films palestiniens c'est tellement complexe d'en faire que bien sûr c'est à petits moyens, et c'est forcément du coup généralement des films documentaires. Peut-être que ça dit quelque chose aussi sur le film de Nadav Lapid. Encore une fois, le film de Nadav Lapid c'est une fiction qui a coûté des millions d'euros, c'est pas la même chose que Jaffa la mécanique de l'orange quoi, hein, clairement. Et je sais que le deuxième film typiquement que j'ai vu au Festival Ciné Palestine, pour le coup c'est une fiction, c'est Yesterday's I Didn't Sleep, et ça c'est très fort parce que c'est quand tu fais un film de fiction, ça a quand même plus de sérieux entre guillemets auprès des gens que quand tu fais un film documentaire. Vu que le documentaire est vraiment délaissé par tout le monde, bah ça fait qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent. C'est ça aussi le problème, j'ai envie de dire, avec le fait que beaucoup des films palestiniens soient des documentaires, même si évidemment c'est tout à fait compréhensible, hein. Il y a moins de moyens, il y a moins de gens qui sont chauds pour voir des films du genre, donc forcément ça veut dire que t'es obligé d'en faire des docus. J'aimerais bien voir plus de films de fiction palestiniens, mais ça demande de l'argent, parce que ça demande plus d'argent de faire de la fiction que de faire du documentaire de manière générale. Mais du coup, voyons voir cette chronique de France Culture et ce débat. Quand t'écoutes Guy Werner le matin, tu oublies que France Q est encore de gauche. Oui, bah oui. Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que déjà là, c'est un débat. C'est quand même plus intéressant que de juste inviter Nadav Lapid pour lui offrir encore une fois une tribune, comme s'il n'y en avait pas eu deux dans le monde pour le soutenir. Invité comme jury au FID, le Festival international du cinéma qui se tiendra du 7 au 12 juillet à Marseille, le réalisateur israélien Navad Lapid qui devait aussi y assurer. Il a dit Navad Lapid. Le réalisateur israélien Navad Lapid qui devait aussi y assurer. Alors, il s'appelle Nadav. Le journaliste, quand même, faut faire un petit peu mieux son taf. Mais bon. Une masterclass a été poussée à annuler sa venue. Ce retrait a ravivé une tension qui traverse aujourd'hui le monde culturel. Faut-il boycotter les artistes liés, même indirectement, aux institutions israéliennes? Alors, même indirectement, encore une fois, je pense que de ce que j'ai vu d'ailleurs de cette intervention et des retours qu'il y a eu autour de cette intervention, ça a l'air assez basé, mais notamment parce que Eyal Sivan a apporté pas mal de contre-discours et de contre-propositions également au discours dominant autour de Nadav Lapid, comme quoi, oui, il n'est pas du tout lié à l'État israélien, des trucs du genre. C'est pour ça qu'il est attaqué, hein. C'est pas parce qu'il est israélien et parce qu'il est né là-bas ou un truc du genre, ou parce qu'il parle du sujet qu'il connaît. Non, c'est principalement parce qu'il est encore lié aux institutions israéliennes. C'est ça en fait le souci qui a été pointé du doigt par beaucoup de collectifs palestiniens. Pour les partisans du boycott, il s'agit d'un moyen de pression non violent réclamé par la société civile palestinienne contre un État accusé de génocide. Une lettre ouverte du collectif La Palestine sauvera le cinéma a été publiée en ce sens. Pour les soutiens de Nadav Lapid, cette stratégie risque d'assigner les artistes à leur nationalité ou à leur source de financement au détriment du débat, de la circulation d'idées, du propos des œuvres elles-mêmes. Deux tribunes signées par de nombreux cinéastes ont été... En fait, c'est là aussi où tu vois un peu le deux poids deux mesures, c'est-à-dire que il y a cette impression d'un peu de David contre Goliath, où il y a un petit collectif qui est La Palestine sauvera le cinéma, qui est vraiment pas dominant médiatiquement, etc., qui quand même a fait effectivement une tribune, mais c'est tout, et ça n'a pas été relayé par la majorité des médias. Et à côté, t'as deux tribunes dans le monde, t'as des passages je crois que c'était aux Inrock, à France Inter, enfin vraiment, t'as des passages un petit peu partout, quoi. Ce qui m'intrigue particulièrement, c'est aussi que
pendant très longtemps, avant du coup le communiqué du collectif La Palestine sauvera le cinéma, qui a un petit peu enlevé le flou qu'il pouvait y avoir chez certaines personnes. Il y avait beaucoup de gens qui disaient mais en fait je ne sais même pas d'où vient les critiques, c'était très nébuleux comme c'était en interne. En fait le problème aussi c'est que toutes ces critiques là, ils étaient en interne. Du coup comment est-ce que tu bosses par rapport à ça? Genre ça n'a pas de sens aussi quoi. Entre engagement politique, liberté de création et responsabilité des institutions culturelles, l'affaire Nadav Lapid met en lumière des désaccords profonds sur les formes de lutte face à la politique menée par Israël. Alors, le boycott culturel d'Israël est-il aujourd'hui un levier efficace de résistance ou une impasse contre-productive qui affaiblit la cause qu'il prétend défendre? Avec nous pour en débattre ce soir, deux invités. Tu desserres ta cause. J'aime pas les arguments en mode tu desserres ta cause. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Mais à voir, hein. Là pour l'instant c'est juste les bases du débat. À voir. Judith Loulévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de la société de production indépendante Les Films du Bal, productrice des 2 derniers films de Nadav Lapid, Oui, qui est sorti en 2025 et dont on va, je pense, parler ce soir dans l'émission, et Le Genou d'Aed, qui était quant à lui sorti en 2021. Avec nous, en duplex depuis Ici Provence, dont nous remercions les équipes techniques pour la connexion, Eyal Sivan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste, essayiste, franco-israélien, seulement israélien, pardonnez mon ignorance. Non, d'après mes cartes d'identité, en effet, franco-israélien. Franco-israélien et fondateur du FRACBI, la coordination française du boycott universitaire, culturel et sportif d'Israël. Et ça, c'est important, c'est qu'en fait, il y a des collectifs, notamment, alors c'est le PACBI et c'est du coup le FRACBI également, et ça, c'est très important un petit peu de les connaître dans la lutte, évidemment, pour le boycott culturel de toute œuvre israélienne, etc., et de toute œuvre anti-palestinienne. C'est qu'en fait, y a du boycott culturel et ça existe depuis des années. C'est pas une nouveauté en fait, hein, le boycott culturel, ça existe depuis des années et c'est mis en avant par des acteurs un petit peu partout dans le monde, hein, bien sûr, mais ça existe depuis un bail quoi. Et ça met en avant du coup des œuvres à boycotter et c'est un petit peu comme BDS. Et moi je comprends aussi, c'est là que le travail de BDS il est très important, c'est qu'en fait BDS ils sont là aussi pour essayer d'éviter que les gens s'éparpillent. Maintenant t'as aussi des gens qui vont commencer à dire par contre il y a des organismes en dehors de BDS et que BDS ne met pas assez en avant, ou effectivement si vous êtes un acteur du monde de la culture, il faut éviter de commercer avec eux, il faut éviter de faire des trucs avec eux. Et moi je sais que c'est une réflexion même qui me suit depuis un moment, parce que moi typiquement si j'essaye d'être créateur de contenu, etc., du milieu de l'influence, etc., et que du coup je parle de cinéma, tout ça, il y aurait forcément des organismes, je pense à Mubi particulièrement, hein, avec lequel je ne dois pas collaborer, je ne veux pas collaborer si je veux être dans mes valeurs pleinement. Et ce qui s'est passé autour de Mubi, et c'était des collectifs, notamment c'était Filmworkers for Palestine, si je ne me trompe pas, qui ont mis en avant le fait que oui, il y a des investissements israéliens dans Mubi, et que en fait quand vous prenez un abonnement chez Mubi, ça finance indirectement. Et encore une fois, je le dis indirectement, hein, parce que voilà, c'est juste des personnes qui ont donné de l'argent dans Mubi et qui du coup reçoivent, j'imagine également, de ce que j'ai compris, des bénéfices de Mubi. Vous financez indirectement une société d'armes à feu israélienne. Donc c'est là qu'on se dit, c'est quand même... c'est chiant quand même. Et forcément, alors je dis pas, les gens faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, par rapport à ça, parce que voilà, vous n'êtes pas a priori, sauf pour certains dans le chat que je connais, acteurs du milieu de la culture. Mais c'est vrai que c'est des réflexions à avoir aussi, c'est à quel point il y a une responsabilité. Et c'est pareil pour plein de choses. Moi je pense que les créateurs de contenu ont plus de responsabilité par rapport aux marques qu'ils mettent en avant dans une démarche de boycott. Si quelqu'un qui a 20 abonnés sur Instagram poste une story en allant au McDo, ça n'a pas le même impact que Squeezie qui poste une story en allant au McDo, c'est sûr et certain. Basé Eyal Sivan est cousin de Ronnie Brockman. Il était au meeting Palestine à Strasbourg cette semaine. Et bravo à lui. Vous avez publié en 2016 un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. C'était aux éditions de La Fabrique. Merci à vous deux. Je l'ai vécu mal puisque, encore une fois, c'est eux qui ont vu mon film qui était, je pense, un cri de cœur tourné au milieu de la guerre, au milieu du génocide, et qui a montré... Donc ça, c'est son intervention à France Inter qu'on a déjà écouté en live. Après, la dérive morale et la perversion de cette société israélienne qui est la mienne, moi, qui est attaquée les jours et la nuit par le ministre de ce gouvernement qui ont tout fait pour empêcher les projections de mes films en Israël. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de purisme politique des gens engagés, frustrés, un peu fainéants et pas toujours suffisamment courageux finalement, qui ont
franchi les limites du bon sens. Et je trouve d'ailleurs qu'en soi, moi je sais que, enfin, j'avais publié un réel par rapport à ça, et je sais que j'avais beaucoup débattu avec quelqu'un en commentaire, et au final j'ai bloqué la personne, parce que je me dis, vas-y, il y a quand même un truc où il y a beaucoup de gens qui disent, non mais c'est de l'antisémitisme crasse, etc. Non, même Nadav Lapid ne dit pas que c'est de l'antisémitisme, il dit pour lui que c'est de la bêtise, il dit que c'est de l'ignorance, ils sont cons, et puis voilà, il dit pas que c'est de l'antisémitisme en fait, il dit que les gens sont dans une espèce de puritanisme, enfin purisme, un peu bébête par endroit, et voilà, et je trouve que là-dessus Nadav Lapid est quand même plus lucide que beaucoup des gens qui le défendent, quoi. Alors oui, c'est totalement l'enfer, mais je me demande si c'est pas juste qu'on est plus au courant quand il y a un lien avec Israël. Ça m'étonnerait pas que Dassault et autres ou autres IA ou autres aient des parts dans des boîtes culturelles, mais bien sûr. Mais c'est là aussi que c'est au bout d'un moment, encore une fois, hein, c'est toute la démarche de BDS et des organismes autour de BDS, et des organismes qui font le même taf que BDS. BDS, du coup, je réexplique, hein, c'est Boycott des investissements sanctions, c'est un collectif du coup qui met en avant des marques à boycotter, c'est de ne pas s'éparpiller et de ne pas s'éparpiller dans les luttes également. Parce que oui, techniquement, tout ce que vous consommez, c'est de la merde, quoi. Moi, je vais être honnête, j'ai un iPhone. Voilà, j'ai un iPhone, je l'ai acheté, je crois, un petit peu avant toutes les démarches de boycott, et des fois juste, bah oui, t'es pas au courant d'une démarche de boycott. Moi, je réexplique un petit peu toujours ce truc par rapport au boycott, hein, mais typiquement, quand il y avait du coup les premiers trucs de boycott, moi en fait à l'époque je bouffais un Domino's Pizza toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et en fait j'ai vu du coup que c'était à boycotter, donc du coup je me suis dit merde, bon bah je vais aller chez Pizza Hut. Pizza Hut est aussi à boycotter, donc voilà, il y a juste ça, et puis des fois juste bah c'est coûtant de boycotter. Et moi je vais être très honnête aussi, hein, j'ai mangé un McDo il y a pas si longtemps que ça. C'est au bout d'un moment, des fois tu t'es un peu obligé parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, il y a entre guillemets pas d'autre choix, parce que ton frigo il est vide mais que toi quand même t'as faim, et il y a quoi qui est ouvert jusqu'à 2h du matin, bah oui les McDo, t'as plein de trucs comme ça, et puis des fois tu vas avec des potes et ils disent ah on a envie d'aller dans tel cinéma, et toi t'es en mode mais ce cinéma je boycotte, puis oh vas-y, et voilà quoi, parce que t'as cette pression sociale là quoi. Mange 5 fruits et légumes par jour et soutient le boycott, bah ouais. Mais en même temps, enfin, encore une fois, hein, il y a des pressions sociales, et puis admettons, parce que typiquement il y a une marque, moi c'est la marque où je comprends totalement qu'elle soit boycottée, mais je trouve que c'est la plus dure à boycotter, c'est Carrefour. Admettons que tu vives dans un petit village et où la seule grande épicerie c'est un Carrefour Market. Tu vas pas faire 20 minutes de bagnole juste pour aller faire tes courses à côté, peut-être dans une enseigne qui sera plus chère en plus. Moi je vole mon bouche chez Carrefour pour soutenir le boycott, bah tu fais bien. Je comprends pas depuis quand ces gens représentent la cause palestinienne, depuis quand, en quoi ils représentent la cause palestinienne. Bah, les gens c'est des personnes de la société qui représentent la société civile palestinienne, puisque la société civile palestinienne n'a plus de voix. Et alors après ça c'est un truc aussi qu'on peut juger. On peut se dire est-ce que ces personnes sont assez légitimes pour représenter la société civile palestinienne, et notamment parce que bah la Palestine, les gens commencent à tous dire bah oui c'est une seule voix. Non, c'est aussi des voix dissidentes, c'est aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec des démarches. On est dans un capitalisme mondialisé, c'est compliqué de trouver des entreprises sans aucune thune d'un pays précis du nord global. Typiquement moi je sais que pendant un temps il y avait une démarche de boycott en mode il faut boycotter Us l'enfoiré parce qu'il avait fait un concert à Tel Aviv. Et t'es en mode bah ouais après bon il a fait un concert quoi, il a fait un concert. Il a fait un concert, est-ce que ça veut dire qu'il prête allégeance, est-ce que ça veut dire machin? A priori, moi je suis un peu en mode, mon wokisme s'arrête là. Non je plaisante, mais en tout cas je me dis bon bah il a fait un concert, est-ce que c'est le truc le plus grave du monde? Voilà, il y a enfoiré dans son nom, oui voilà. Les concerts ça dépend de la date, mais c'était il y a plus de 5 ans ce que je vous dis là, c'était pas genre il y a 2 ans. C'est parce que je sais typiquement que là récemment il y a eu aussi tout ce qui s'est passé autour de Barbara Butch. C'est marrant, récemment j'ai vu une affiche de festival où ça a rayé le nom de Barbara Butch, donc du coup j'ai repensé, mais où oui bah Barbara Butch pour le coup comment dire, 2 points ça fait une ligne, c'est à dire qu'il y a eu son soutien à la loi Gadan et il y a eu le fait qu'elle est déjà mixée à la Pride de Tel Aviv, donc t'es en mode ah ça commence à faire beaucoup là quoi. Donc c'est sûr qu'à côté, ce l'enfoiré, je me dis bon, il a fait un concert à Tel Aviv, il y a pire, vraiment. En vrai, les producteurs de concerts ont zéro race et vont vendre toutes les dates qu'ils peuvent, donc si l'artiste était pas renseigné avant le 7 octobre, je peux comprendre. Bah ouais, en fait moi c'est ça le truc où je me dis, des fois il y a des lignes floues et il y a des, comment dire, si vous voulez c'est comme dans un jeu vidéo, où un jeu vidéo d'infiltration où il y a des gardes qui sont en état d'alerte, et des gardes qui sont en état de pourchasser les gens quoi. C'est un peu carton jaune, carton rouge aussi quoi. C'est au bout d'un moment il y a des états où tu dis oula c'est suspect,
Et après, voilà, tu rebaisses ta vigilance si la personne fait un communiqué par rapport à ça, ou si la personne ne refait rien de mal après. Et sinon, bah après, bon, si ça commence à être très très présent, là tu peux commencer à dire, bon, c'est pas terrible quoi. En quoi il représente plus que des amis cinéastes palestiniens en Israël? Depuis quand l'annulation de ma masterclass est devenue la grande triomphe de cette cause, alors qu'il y a une véritable horreur qui se passe en ce moment en Cisjordanie, à Gaza, au Liban? Et on sent l'émotion dans la voix du réalisateur israélien Nadav Lapid, Le présentateur, il me fume. qui était hier invité dans la matinale de France Inter. Judith Loulévy, je rappelle que vous êtes productrice des films du BAL, que vous êtes la productrice de Nadav Lapid. Pouvez-vous nous rappeler rapidement, pour les auditrices, auditeurs qui ne le sauraient pas, qui est Nadav Lapid et quelle est sa trajectoire personnelle, politique et également filmique? Le Wikipédia va être cité. Moi, j'ai rencontré son cinéma à l'occasion de son premier long métrage qui s'appelle Le Policier, qui avait été pour moi un immense coup d'éclat dans un ciel clair d'un cinéma qui me semblait ici parfois politiquement assez dévitalisé. C'est quelqu'un qui s'est toujours attelé en fait à une forme d'analyse et de dénonciation obsessionnelle de l'État israélien, de son régime, de ses modalités d'exercice de la violence et de la domination. Assez loin finalement d'un cinéma qu'on qualifiait parfois du cinéma qui parlait du conflit israélo-palestinien, etc. C'est quelqu'un qui s'est attelé en fait à démonter les ressorts de la domination à l'intérieur de la société israélienne et qui a fait ça en fait et du rapport aussi que l'individu entretient à la violence d'État et qui a fait ça en fait de film en film. Moi, il m'a proposé qu'on commence à travailler ensemble en 2018. C'est-à-dire que depuis Synonyme, film qu'il a réalisé, qui est sorti en 2019, il avait décidé de travailler en fait depuis la France, ne trouvant plus de raison en fait de créer depuis Israël avec des producteurs israéliens. C'était pour lui devenu d'une part difficile en fait sur le plan matériel. C'était également une forme de contresens sur le plan politique. Et donc en fait, il a noué des relations lui permettant de travailler depuis la France, depuis l'Europe, en l'occurrence avec moi, pour qui ça a été un immense honneur en fait d'inaugurer cette collaboration en tant que cinéphile, en tant que productrice. Et non, je peux continuer, je peux dérouler, mais effectivement, je pense que c'est important de rappeler en fait que c'est des films qui sont produits depuis la France depuis déjà pas mal d'années. Moi, je suis française, je suis une productrice française. En vérité, oui, c'est un film français. C'est-à-dire que c'est un film qui est une coproduction internationale dans laquelle effectivement il y a plusieurs pays en jeu. Il y a l'Allemagne, il y a Chypre, il y a Israël. Les financements israéliens représentent 13%. On va revenir sur la manière dont oui. sont... 13%, c'est pas que dalle. Hein. Mais pour l'instant, en vrai, moi, je suis d'accord avec la description qui est faite. Oui, Nadav Lapid n'est pas pro-Israël particulièrement, et a fortiori n'est pas du tout pro-Israël actuel, j'ai envie de dire aussi. Donc c'est là que son cinéma il est intéressant. Moi je vais être très honnête là-dessus aussi. Hein. Moi je trouve que Nadav Lapid fait des très bons films. Après on peut les juger et on peut commencer à dire que c'est pas au niveau par rapport à plein de luttes présentes. Enfin, on peut le juger de plein de manières aussi, bien sûr. Mais moi je trouve qu'il fait des très bons films. Après voilà, est-ce que c'est suffisant par rapport à la gravité de la situation actuelle? Je ne sais pas. Tu as vu le film en question? Oui, j'ai vu de Nadav Lapid. J'ai pas vu Le Policier, mais j'ai vu aussi Synonyme. Enfin voilà, j'ai vu 2 films de lui, pour être honnête. Mais je trouve qu'effectivement, c'est pas des films particulièrement pro-Israël. Du moins, en fait, c'est la démarche qui montre aussi. Hein. C'est-à-dire que oui, Nadav Lapid, il est plus anti-Netanyahou que anti-Israël en tant que tel. C'est sûr et certain. C'est très important parce qu'on sent qu'il y a, et à raison, une forme de difficulté d'analyse de ce qui défie. J'aime tellement pas l'argument. Oh, ils sont cons les gens. Genre bon, les gens ont le droit d'être cons, mais surtout les gens quand même sont bien plus malins que ça, quoi. Il y a quand même des intellectuels qui ont réagi. J'ai vu quelqu'un poster dans le chat l'analyse de la situation de Lusa Yousfi, c'est ce qui m'a fait tiquer autour de ce débat-là. Mais oui, les gens ne sont pas cons, quoi. D'une œuvre, de ce qu'une œuvre serait censée légitimer ou normaliser, et je pense que c'est une question cruciale. Je vous propose qu'on continue, bien sûr, on va en parler longuement dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Eyal Sivan, une réaction peut-être
Lorsque Nadav Lapid dit avoir été boycotté, que son retrait est une forme de boycott, est-ce que vous l'avez perçu de la même manière ? De quelle manière s'est déroulé le retrait de Nadav Lapid du FID, je rappelle, le Festival international du film de Marseille ? Je suis sorti de salle au bout d'une heure de oui en me disant qu'aussi bien aller manger. Ouais, bah après, moi je comprends les gens qui. Alors, déjà, je comprends de ne pas aimer formellement et esthétiquement Nadav Lapid. Je comprends totalement. Le film n'est pas fait pour être particulièrement apprécié dans sa forme aussi. Il est vulgaire, il est dur à regarder aussi par moments, mais je comprends aussi même de ne pas supporter idéologiquement, quoi. Moi je sais typiquement que j'ai aussi, j'ai eu ça récemment avec une pote qui m'a dit, en fait je suis allé voir Obsession. Au bout de 20 minutes, j'arrivais plus parce que les thèmes me touchaient trop. Je sens que c'est un bon film, hein, mais juste au bout de 20 minutes, je pouvais plus regarder. Donc ça existe aussi, quoi. Et puis je comprends que des gens soient offusqués, particulièrement quand ils vivent cette lutte-là par Nadav Lapid. Moi je sais que je suis très insensible et que je peux regarder des films qui traitent de sujets très durs pour moi, et justement qu'il y aura un effet un peu cathartique autour de ça. Je voudrais d'abord remercier France Culture pour cette invitation, parce qu'on peut remarquer que dans ce qui est devenu l'affaire Lapid, pour l'instant nous avons entendu qu'est Lapid et ce qui le soutient. Dans tous les Il a raison. médias, dans toutes les radios, dans tous les journaux, en France, à l'étranger et en Israël. Bon, alors ce n'est pas le Et ça, cas, on peut se poser la ce question, soir. et- Donc, Mais pourquoi il se défend? Il te suce. Ça, je comprends pas, hein. Les journalistes qui sont en mode non, mais c'est pas le cas ce soir. Oui, justement, il te suce en fait. Il te dit bah oui, merci de m'inviter parce que au moins ça donne un bon débat. dans Question du soir. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par remercier France Culture pour cette apparition très très rare. C'est-à-dire que finalement, nous parlons de quoi et quoi le grand argument, c'est la question de la liberté d'expression. Eh bien, on voit que c'est lui-là, la personne qui s'est plaint d'entraver la liberté d'expression, il a une liberté d'expression énorme, étendue, sans limite. J'aime beaucoup cet argument. J'aime beaucoup comment il dit. En fait, il a dit on ne peut plus rien dire, mais sur toutes les radios. Genre, oui, bah, c'est un peu le cas, hein. C'est-à-dire que, oui, au bout d'un moment, il fait que dire ah, je ne peux pas parler. Mais il a dit sur toutes les radios et tous les médias, quoi. Il y a certains qui soutiennent l'idée de boycott universitaire, culturel et sportif, dont moi j'en fais partie, que jusqu'à ce moment-là n'ont pas eu le droit à la parole. Revenons sur le FID. Je ne peux pas vous répondre ce qui s'est passé dans le FID, car je ne le sais pas, ce qui s'est passé dans le FID. Plus que vous ou d'autres qui ont écrit. Faut peut-être. Alors, je peux prendre cette partie-là juste pour. C'est insupportable quand même quand t'as Judith Lolévy qui a parlé pendant 5 minutes au début. Très bien, tu vois, elle a dit ce qu'elle avait à dire, etc. Aucune coupure. Et là, il peut pas parler 1 minute sans être coupé. Yal Sivan, c'est quand même. Au bout d'un moment, enfin, faut faire un petit peu attention aussi, quoi, au message qui est envoyé. Pour raconter aux auditeurs auditrices qui ne seraient pas au courant de cette polémique, ou alors si vous voulez bien nous faire... vais répondre. Je vais répondre. Je vous remercie. Je vais répondre. Eh bien, le FID, cette année, à ma connaissance, a invité une série de cinéastes palestiniens et autres pour une rétrospective sur la Palestine. Ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième qui point... était au programme mis à l'honneur au FID cette année. Toujours l'interrompre et presque du mansplain. Je sais pas, il y a un truc dedans. La Palestine était mise à l'honneur cette année. Absolument. Sans consulter ces cinéastes, derrière leur dos d'une certaine manière, a été invité au parallèle Nadav Lapid pour apparemment montrer un film et faire une masterclass. Il faut faire peut-être une parenthèse. Ceci est une habitude fâcheuse dans laquelle, à chaque fois qu'on donne la voix à la Palestine, il faut tout de suite équilibrer par donner un Israélien à côté. Oui, ça c'est vraiment... moi, je suis beaucoup ce qui se passe, évidemment, autour des festivals palestiniens, tout ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand il y a un festival qui n'est pas un festival spécialisé dans la diffusion de films palestiniens, etc., il y avait ça déjà pour la fête de l'UMA avec le cycle Palestine, bah forcément, il faut un petit peu équilibrer avec un festival, avec un film israélien, mais quand même anti-Netanyahou au moins. C'est lunaire, quoi. Ça, c'est pas le même niveau de dinguerie, mais IMO, c'est un peu hypocrite en tant que Français d'exiger de chaque Israélien de dénoncer son État quand notre pays gère ses colonies bien violemment et qu'on n'exige pas de nos concitoyens de dénoncer l'État français en permanence. Bien sûr. Après, c'est pas ce qu'il lui est demandé. Ouais, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à Nadav Lapid d'être radicalement anti-Netanyahou et de le redire à chaque fois. Juste, on lui dit, par contre, quand t'as, comme expliqué ici du coup par Yal Sivan, un cycle de films palestiniens, ramener un film israélien au milieu, ça fait poser des questions.
Et évidemment, et du coup, bah forcément, tu vas un petit peu scruter pour savoir si éthiquement et moralement c'est bien. Et je veux dire, si demain si demain par exemple tu fais un film, tu fais un festival un festival ACAB ou que sais-je, un festival des films contestataires de la police, et que tu dis ah bah quand même on va mettre Bac Nord au milieu. Tu dis, attends, il y a quand même un petit souci. Genre, il y a quand même un petit problème. Et surtout, si t'invites Cyril Jiménez également, enfin vraiment, il y aurait un petit problème, quoi. Si demain, tu fais un festival du film féministe, qui est, voilà, qui, a priori, a tout le droit d'exister, et probablement qu'il y en a plein qui existent également. Vous savez, il y a plein de types de festivals. J'ai vu récemment, il y avait le festival du film de fesses à Montreuil. Je veux dire, voilà, il y a plein de films comme ça qui existent. Si demain, voilà, tu fais un festival du film féministe. Le film d'ouverture, c'est un film réalisé par un mec sur ce sujet-là. Et tu dis, bah les gars, enfin, il y a un petit problème. Voilà, il y a un petit souci peut-être. Et encore une fois, la plupart des gens n'ont pas du tout, j'ai l'impression, encore une fois, été critiques de la sortie du film Oui de Nadav Lapid. J'ai pas vu de critique là-dessus, j'ai même vu des gens dire non mais allez le voir, faites-vous votre propre opinion. Moi je me souviens de la critique de PDH où ils disaient bon on est un petit peu déçus, enfin voilà, mais allez le voir quoi. Je comprends que ça fasse débat, je comprends qu'il y ait des gens qui soient du coup soucieux, qui soient vigilants également par rapport à ça. En tant que juif antisioniste, antigénocidaire, des fois ça me fane qu'on soit aussi sévère avec la culture israélienne alors qu'on ne l'est pas autant avec les cultures françaises aux États-Unis. Bah bien sûr, et c'est, bah de toute façon c'est un petit peu aussi le problème avec beaucoup des gens qui sont critiques d'Israël, c'est que t'as l'impression que Israël c'est la base, enfin que tout le mal est stocké en Israël. Non, la vérité, le mal il est stocké également en Occident, en Europe, aux États-Unis, enfin voilà quoi. Et si demain t'as un festival, enfin aux États-Unis ça peut à la limite un peu plus se démontrer parce que tu te dis tiens on va faire un festival du film anti-impérialisme et que t'invites des Trumpistes, les gars, mais au moins inviter des démocrates, je sais pas. Même si les démocrates ce serait pas parfait non plus, bien sûr. Mais en fait c'est voilà. Je pense que la critique elle se poserait là de se dire si demain tu fais un festival du film anti-impérialiste et que t'invites, je sais pas, j'essaye de penser à un cinéaste très représentatif de l'ère Obama, etc. Mais que t'invites un gars un peu mou, centriste. J'ai pas d'exemple de film centriste états-unien, mais il y en a plein hein, pourtant. Mais que t'invites, je sais pas, Paul Thomas Anderson et pour représenter une bataille après l'autre. Tu dis, gars, c'est pas, enfin. Oui, ton film, on peut débattre et se dire que c'est de gauche, mais on peut aussi se dire que c'est pas le cas. On peut dire qu'il est un petit peu flouche et qu'il y a eu Virage qui en a parlé et tout, quoi. L'origine du mal, c'est aussi l'Occident qui plante Israël dans la Palestine mandataire après la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr. L'origine du mal, c'est ça. Hein. C'est les colonies, c'était vu comme étant une colonie britannique, la Palestine, tout ça, quoi. Il suffit d'inviter Gilles Lelouch, nos politiques. Bah oui. Moi, je suis d'accord, faut chercher quand même la nuance. Mais en fait, j'ai l'impression aussi, hein, et je pense que c'est pas. Comment dire, c'est normal d'avoir des craintes par rapport à ce qui s'est passé autour de cette affaire Nadav Lapid, mais je pense quand même, et de ce que j'ai vu, que les gens sont quand même assez mesurés autour de ça et qu'ils ont fait justement attention. Et encore une fois, qu'ils font attention sans pour autant, comment dire, se dire que toute personne israélienne serait suspecte, etc. Mais quand même en se disant, bon, on fait attention, mais une fois qu'on a validé, quoi. C'est quand même un truc où, au bout d'un moment, j'ai l'impression que les gens, ils y ont réfléchi et qu'ils ont mûrement réfléchi à ça aussi, quoi. C'est là aussi où moi, je trouve que les gens, ils sont... Enfin, encore une fois, à le dire, ouais, ils sont cons, bon. Tu peux pas reprocher aux enfants d'Israël d'être juste nés là-bas. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est normal aussi. C'est pas censé être normal. Mais c'est un peu, tu vois, ce qui est pointé du doigt aussi dans le film, du coup, de Eyal Sivan, c'est de dire, bah, en fait, en soi, maintenant qu'il y a eu une génération qui est passée, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont nés là-bas ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont nés en Israël et qui ne sont pas responsables des fautes de leur père ? C'est dur aussi, quoi. Montrer à un Israélien, ce qui n'est pas le cas quand on fait des choses que de dire à Israël, on n'invite pas un Palestinien. Fermez la parenthèse. Eh bien, ces cinéastes arabes... Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai truc où quand tu fais un festival du film israélien, il n'y a jamais de Palestiniens qui sont invités. Et c'est normal. Enfin, oui, c'est normal. Donc bon... palestiniens et autres, en apprenant la présence de Nadav Lapid, son film et sa masterclass, ont décidé de se retirer du festival
de Marseille, donc de FID, retirer leur film, c'est-à-dire d'une certaine manière, si on veut utiliser les mots boycott, ils se sont auto-boycottés. Point. Mais alors, Eyal Sivan, Il paraît, et personne n'a appelé, Ah, je l'aime trop, Eyal Sivan, il est trop fort. je rappelle, personne n'a appelé au boycott de Nadav Lapid. Ceci est faux, voire mensonger. mais que ce soit un auto-boycott c'est que ou nous une savons- pression sur le festival Non. qui est menée au retrait c'est pas une pression, de c'est Eyal un Sivan. retrait. Est-ce que vous comprenez que, au-delà de la qualification du retrait de Nadav Lapid, on puisse considérer qu'effectivement ce retrait pose la question du boycott culturel de manière générale? Je vais en revenir immédiatement. À partir de là, il paraît, d'après ce qu'on nous dit, le festival, dans sa déclaration, qu'il y a eu pression, il y a eu intimidation et surtout l'utilisation de menaces qui apparaît aussi dans la pétition qui a été signée par des centaines de cinéastes. S'il y a eu menace, ceci est extrêmement grave. Ça devrait donner lieu à une action juridique. Il est inadmissible de menacer quiconque et une institution culturelle pour sa programmation. Ceci n'a pas été fait et on n'a pas apporté des preuves à ces menaces. Donc ces cinéastes ont décidé de retirer leur film et ceci est un acte clairement politique. Les cinéastes ont tout à fait le droit de retirer leur film. Et encore une fois, c'est toute la démarche d'ailleurs avec le boycott et la différence entre boycott et censure, hein, qui a beaucoup été mis en avant dans le communiqué du coup de la Palestine sauvera le cinéma, c'est que la censure, oui, c'est grave. La censure, c'est c'est quand même très grave et c'est de se dire, oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Le boycott, par contre, tout le monde est libre de boycotter. Tout le monde est libre même de faire des campagnes de boycott. Tout le monde est libre de dire, cette personne est une merde, boycottez-la. Pour X ou Y raisons, plus ou moins justifiées, bien sûr, et tant que c'est des raisons légales, hein, bien sûr, boycotter quelqu'un parce que la personne est noire ou parce que la personne est d'une appartenance à telle religion, tout ça, c'est dégueulasse, ça bien évidemment, mais pour autant, boycotter à côté un film, une œuvre, un produit, une marque, tout le monde est libre de le faire. C'est aussi, je trouve que le boycott, pour le coup, c'est quelque chose qui est purement dans les règles du capitalisme, et c'est ce qu'on peut faire dans les règles du capitalisme, qui est un minimum basé. Mais bien évidemment que si tu sors des règles, là c'est de l'appel à censure, c'est de l'appel au sabotage, c'est de l'appel au sabotage industriel, des trucs du genre. Et ça, voilà, boycotter les cheveux rouges, c'est ok, ça c'est interdit, ça, Jean Gebès, c'est interdit. Mais c'est sûr que le boycott, c'est un peu tout ce qui nous reste. C'est la seule arme qu'on a en tant qu'occidentaux, c'est la seule arme qu'on a en tant qu'occidentaux, c'est tu fais 3 dons, et à côté, tu vas pas au McDo. C'est quand même aussi la preuve de notre incapacité à agir, quoi. Est-ce que c'est la nationalité d'Eyal Sivan Est-ce que c'est la nationalité de Nadav Lapid qui posait problème? Est-ce que c'est la teneur de son film? Quelles sont les raisons, selon vous, qui motivent l'auto-boycott des cinéastes palestiniens de FID lorsqu'ils ont appris que Nadav Lapid faisait partie du jury du festival et qu'éventuellement il y donnerait une masterclass? Eyal Sivan, rapidement, je vous prie, et ensuite je voudrais faire... Rapidement, hein, parce que voilà, ça fait... Et quand même, je suis désolé, mais là, Judith Loulévy, elle a parlé 5 minutes sans être interrompue, et Eyal Sivan, il a parlé 4 minutes at most. Très rapidement. D'abord, il faut poser cette question aux cinéastes palestiniens et cinéastes arabes, et pas seulement aussi occidentaux qui l'ont fait. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui à leur demander. Oui, personne n'a demandé qui étaient du coup les cinéastes palestiniens qui ont retiré leur film, qui étaient ces cinéastes-là. Personne n'est allé leur demander pourquoi ils ont fait ça. C'est quand même assez lunaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une invisibilisation totale de ces cinéastes, y compris en permanence dans les discours de Nadav Lapid et ceux qui les soutiennent. Deuxièmement, la deuxième chose, oui, ils se sont retirés en disant aussi qu'ils soutiennent la campagne internationale des boycotts, des investissements, sanctions, que je rappelle qu'il y a une campagne palestinienne depuis 2005 appelant à la solidarité internationale pour faire pression sur l'État d'Israël. Ces appels à la solidarité nous obligent et nous devons y répondre chacun à sa façon. Dans les lignes directrices de cette campagne, il est clairement dit qu'on ne boycotte pas une personne à cause de sa nationalité. Si ça aurait été un autre cinéaste de quelconque nationalité dans lequel son film commence, première image de film, avec les logos d'un ministère de la Culture d'un côté, l'autre autorité israélienne pour le cinéma et les fonds israéliens de cinéma, première image. Deuxième image, ça apparaît encore. Dans le générique de fin,
4 fois apparaît ces fonds, ça aurait été un cinéaste de n'importe quelle nationalité, il aurait été boycotté. Et je me permets de citer... Je rappelle une chose... Non, permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Eyal Sivan, vous êtes à distance et c'est très compliqué de débattre avec la distance, mais il est déjà 18h32 et cela fait de longues minutes que nous n'avons pas... Putain, mais c'est... Oh là là entendu Judith Loulévich, tiens. Ça fait 5 minutes, c'est une folie quand même. Hein. Il faut un franco-israélien pour dire les termes. Eyal Sivan et le site Orient 21 font ça. Je connais pas le site Orient 21. C'est ça le truc, resituer le boycott culturel dans une initiative large pour mettre fin à l'apartheid, la colonisation et au génocide, c'est transitoire. Bah oui, non mais bien sûr. Mais en fait, moi j'aime bien ce qu'il dit mais en fait, n'importe quel cinéaste de n'importe quel pays, tu vois les logos ministère de la culture israélienne, tu dis oula, il y a un truc qui cloche. Peu importe que la personne soit israélienne ou pas. C'est pas ça la question, encore une fois. C'est demain, je vais voir un film français où il y a le logo du ministère de la culture au générique, je me dis oula, c'est bizarre quoi. À lui donner la parole également, je me permets de citer une partie de la lettre ouverte qui a été publiée par la Palestine Sauvera le Cinéma qui précise que ce sont bien les produits culturels commissionnés par un organisme israélien officiel qui méritent d'être boycottés. Judith Loulévy, je me tourne vers vous. Comment a été financé ce film ? Comment finance-t-on un film comme Oui, puisque donc le film en question de Nadav Lapid qui est remis en cause là par Eyal Sivan qu'on vient d'entendre dans le générique, etc. C'est ce film Oui qui est un film, peut-être je vais très mal le résumer, mais qui est un film ouvertement critique sur la déliquescence morale de la société israélienne pendant les massacres qui ont lieu à Gaza. Judith Loulévy, comment on fabrique un film comme ça ? Merci de poser la question. Bonsoir Eyal Sivan, je suis contente que cette discussion puisse avoir lieu parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des informations qu'il faut qu'on se partage et qu'on clarifie un petit peu la boule en fait de colère et de confusion qui s'est emparée, je trouve, du débat public, en tout cas dans cette petite sphère du cinéma et du cinéma militant, en l'occurrence politique. Comment on finance un film depuis la France qui se tourne à l'étranger ? En fait, on est obligé d'entrer dans des accords bilatéraux de coproduction. La France a signé en fait depuis le début de la création du CNC, un certain nombre d'accords qui en fait régissent tout simplement les règles de financement des films et les obligations de dépenses dans des pays à l'étranger. Et on est tenu en tant que producteur de les respecter pour, excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est important d'en parler, certifier les films, qu'ils obtiennent un agrément et que le financement soit validé par notre organisme de tutelle, à savoir le CNC. Il y a donc un accord bilatéral de coproduction entre la France et Israël qui existe depuis 1970, qui a été renouvelé en 2002 et qui, si on tourne un film en Israël, et j'y reviendrai, il y avait pour nous, pour Nadav, pour moi, pour l'ensemble des personnes qui ont porté ce film, et effectivement ça a été un trajet de financement très compliqué, à un moment, une forme de, en tout cas pour nous, de nécessité quelque part presque morale de documenter un moment très précis de la société israélienne dans un moment où quelque part la société entière s'emparait d'une sorte de désir exalté. Elle a dit ça à cause d'une cas. Non mais je continue. D'anéantissement des Palestiniens, une histoire qui est particulièrement sordide au vu de l'héritage de l'histoire juive qui a été elle-même, on va dire, émaillée d'histoires d'anéantissement. Et donc ce moment clé, il nous semblait indispensable d'en témoigner. C'est un film, encore une fois... C'est-à-dire de filmer dans les décors réels, entre guillemets. Après, moi, je suis d'accord avec le fait que, oui, de Nadav Lapid, si ce n'était pas filmé en Israël, ça n'aurait pas de sens. Genre, au bout d'un moment, oui, tu dois montrer une réalité de quelque chose. Oui, il faut absolument que ce soit filmé en Israël. Et ça, du coup, si pour ça, tu as besoin d'avoir des financements israéliens pour pouvoir faire ce film-là, comme là, ce qu'explique Judith Loulévy, bah oui, c'est tout à fait légitime du coup d'avoir ces financements-là. Et encore une fois, ce n'est pas ça qui met en cause. Hein. L'existence de Nadav Lapid n'est pas mise en cause. Le fait que le film soit projeté ailleurs, etc., n'est pas mis en cause. Le problème, c'est là de le diffuser au film. Ou de le diffuser à la fête de l'UMA également, dans le cadre d'un cycle palestinien. Pour nous, dans ce film, il y avait vraiment une volonté aussi, quelque part, d'archiver un moment, une atmosphère, un état d'esprit presque de la société. C'est aussi, Nadav l'a beaucoup dit, un miroir qui renvoyait d'abord à la société israélienne et qui permet, je pense, à d'autres pays qui connaissent, on va dire, des glissements vers des situations de prise de pouvoir fasciste, voir en fait comment s'opère cette grande messe nationaliste. Et donc, pour pouvoir tourner en Israël, il fallait en fait entrer à l'intérieur de cet accord bilatéral. J'aimerais bien rappeler un épisode qui s'était joué au Festival de Cannes au moment de la première de Genoux d'Aed, où en conférence de presse, un journaliste de CNews avait posé la question des logos du ministère de la Culture, disant dis donc, vous êtes un peu ridicule, vous, à prétendre faire un film qui parle de la censure en Israël. J'adore quand ça essaye de faire des advoquismes, donc j'ai très hâte de voir. Tout en insultant quelque part ceux qui vous donnent de l'argent.
Et là, Nadav avait répondu quelque chose qui, à mon avis, est très juste, c'est que les personnes qui créent, les artistes, ne sont en aucun cas tenus de baiser la main qui leur donne à manger. Je suis plutôt d'accord. Mais après, bref, il y a aussi d'autres... En fait, il n'y a pas que ça non plus qui est mis en cause. Il y a aussi sa participation à des festivals israéliens, il y a aussi plein de trucs qui sont mis en cause dans la personnalité de Nadav Lapid également. Cette idée... Et dans ses actes particulièrement. C'est une idée qui est véhiculée pour moi actuellement, surtout par les droites, par la droite, pour quelque part faire circuler un discours. Vous faites le jeu du RN finalement. Comme quoi les artistes seraient des petits bourgeois. Après, les artistes sont des petits bourgeois. C'est... Faut se le dire. Puis ces mêmes institutions vont se servir de toi pour blanchir leurs actes, que tu le veuilles ou non. Bah, il y a de ça. Il y a de ça, c'est... J'ai pas d'exemple en tête, mais oui, effectivement, il y a des marques comme ça, où même si tu dis « Ouais, j'ai fait cette pub, mais bon, c'était juste pour faire la pub, etc. » Ça va utiliser ton nom, ça va utiliser ta personne, enfin, voilà. Voire des grands bourgeois, bah... En tout cas, c'est des petits bourgeois. Dans la définition même du terme, les artistes qui en vivent, qui vivent de leur art, sont des petits bourgeois. Le reste, évidemment, 90% des artistes galèrent et font des métiers à côté. Et après, bah, il y a les 0,1% au début, et puis voilà. Est-ce que tu te considères artiste? Bah, techniquement, moi, je suis intermittent du spectacle. Donc, je suis travailleur dans le métier de l'audiovisuel. Moi, je me considère plutôt comme étant un travailleur, même si je suis sur le statut intermittent. Mais c'est vrai que j'ai des facilités qui me permettent de pouvoir décider, vu que je suis en auto-entreprise, enfin, forme d'auto-entreprise, qui est cette intermittence. Mais j'ai aussi mon auto-entreprise pour percevoir les thunes de Twitch, etc. Oui, je me considère plutôt comme étant petit bourgeois aussi, quoi. Tous, sauf Pierre Ninet, il est authentique. Travailleur du spectacle égale TDS. Oui, voilà, je suis TDS, travailleur du spectacle. Mais non, mais après, je penche plus vers la frange petit bourgeois que vers la frange ouvrier, etc. Quand bien même, d'ailleurs, les gens, niveau thunes, je gagne la moyenne, quoi. Je gagne dans les 2000 balles par mois, à peu près. En fait, ça dépend si j'ai des phases d'intermittence pure ou des fois, d'ailleurs, France Travail, ils sont chiants, ils te sucrent de l'argent, etc. parce qu'ils ont mal fait les calculs, tout ça. Ou alors juste parce qu'ils n'ont pas envie de te donner ton argent. Donc voilà, mais globalement, je dirais que je suis aux alentours des 2000 balles, quoi. J'ai capté à un moment que je suis un ouvrier du flux audiovisuel. Mais en tout cas, moi, je suis plus de la frange petit bourgeois. En plus, là, je commence quand même, grâce à Twitch et aux autres réseaux, tout ça, à un peu bien gagner ma vie et à commencer à passer au-dessus des 2000 balles par mois. Donc, c'est plutôt agréable, sachant qu'après, je suis à Paris. Donc, avoir 2000 balles par mois en province et avoir 2000 balles par mois à Paris, c'est différent aussi, quoi. Il y a la jurisprudence Ribot dans la sauce, on t'autorise ta résidence secondaire. Mais moi, en plus, je suis contre la résidence secondaire. Ouvrier du dessin. Oui, voilà, Tim Fischer est un ouvrier du dessin avec ses petites BD. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens. Après, tu vois, tu fais la blague, Tim, ouvrier du dessin. Mais il y a des gens qui sont vraiment ouvriers du dessin, quoi. Qui sont graphistes dans des grosses boîtes, etc. Et qui font que faire des dessins à l'appel pour des grosses boîtes. Et ça, là-dessus, bah... Ils font que faire des œuvres de commande, et il y en a d'ailleurs beaucoup dans le milieu de l'audiovisuel qui voient ça comme un gagne-pain parmi tant d'autres, et après voilà, et après ils passent à autre chose. Moi je sais que typiquement mon intermittent, je la vois un peu comme un taf alimentaire, quoi. En plus voilà, on va pas faire un truc en mode profession des parents, mais moi mes parents gagnent plutôt bien leur vie, donc vraiment je me vois pas du tout comme étant un prolétaire. Je me vois comme étant ouais, petit bourgeois. Je pense petit bourgeois, c'est ce qui me définirait le mieux, ou alors un truc en mode classe moyenne haute, quelque chose du genre, qui évidemment me définirait pour le mieux. Maintenant, il y a plein de métiers, enfin, petit bourgeois, c'est quand même une catégorie aussi très large, ça contient des profs, ça contient plein de trucs, quoi. Je suis ouvrière du clavier, bah voilà. Vous êtes tous des ouvriers du clavier dans le chat. C'est ça qui est chouette. C'est que moi, je vois surtout, quelque part, une forme de division profonde dans un moment où, on va dire, un monde est en train de basculer. Une société est en train de basculer. Là, je parle depuis la France. Je parle depuis un endroit qui est à la fois, en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'entrepreneuse culturelle et artistique, on est quand même à la veille potentiellement d'une prise de pouvoir de l'extrême droite dans ce pays. Justement, en fait, c'est parce que les temps sont graves qu'il faut de plus en plus réfléchir à ce genre de sujet et être plus radical. Je pense que c'est ça aussi la réponse de la part de beaucoup de collectifs pro-palestiniens, c'est que oui, effectivement, c'est justement parce que les temps sont durs qu'il faut
aller de l'avant et qu'il faut aller plus loin dans la démarche qui est celle des collectifs Propal. Dans finalement ce décortiquage assez administratif et bureaucrate, si je puis me permettre, d'aide sur une œuvre qui n'a jamais été ambiguë sur ses positions. C'est bureaucrate? Non, mais en fait, c'est bureaucrate d'examiner quelles sont les aides qui ont été données pour faire un film. Non, c'est logique et légitime. En fait, moi je trouve que même tenir ce discours 2 semaines après la démarche zapper Bolloré et tout ça, c'est un peu bête quoi, genre vraiment, quand bien même avoir des financements de Canal+, c'est pas la même chose qu'avoir des financements de l'État israélien, parce que c'est différent, et il y a différents types même de financement de Canal+. Il y a, je veux dire, il y a les films où il y a écrit avec le soutien de Canal+ au début, et il y a les films Studio Canal. Ça, c'est différent. Et qui fait par ailleurs partie des voix les plus contestataires actuelles, et même à l'intérieur, j'ai envie de dire, du monde juif diasporique, sur ce qu'est en train de devenir Israël aujourd'hui. Je pense que la difficulté de comprendre, en fait, ce qui se joue ici, est malheureusement, et ça, je le dis, je le regrette qu'on en soit arrivé là, mais aussi un affaiblissement, quelque part, de ceux qui veulent, et nous en faisons partie, Nadav en fait partie, j'en fais partie, mettre tout ce qui est en œuvre, en fait, pour stopper ce génocide en cours, pour stopper le massacre en cours, et je ne comprends pas comment on se livre actuellement à des affrontements que j'estime, là, je parle en tant que productrice, encore une fois, en tant que citoyenne, fratricides, et qui, quelque part, sont surtout le meilleur spectacle. Franchement, je pense que beaucoup de gens doivent manger du popcorn à nous regarder, nous déchirer. Et il y a Sivan. Encore une fois, c'est ce truc du non, mais on est censé être copains, etc. Non, juste des fois, il y a des gens qui ne s'apprécient pas et où il n'y a pas de discussion possible, quoi. Et je pense, surtout là, c'est quand même l'affaire Nadav Lapid, là, c'est pas juste un truc récent. Il y a eu encore une fois le truc avec la fête de l'UMA, il y a eu la projection du film à Cannes, il y a eu la projection du film en salle en sortie nationale, où il y a eu des débats, et encore une fois, il n'y a pas eu de démarche, de ce que j'ai vu, de boycott national du film de Nadav Lapid. Il y a pas eu de démarche de censure du film de Nadav Lapid, il a été diffusé, moi je l'ai vu dans un UGC, genre vraiment, je l'ai vu dans quand même des gros cinémas, hein, bien sûr. Mais le truc, c'est que évidemment que, par contre, il y a eu des démarches, j'imagine, de dialogue et de possibilités de parler, etc., quoi. Puis c'était l'occasion de faire amende honorable et rejoindre le mouvement, mais il a préféré faire de nous ses adversaires. Bah oui, en fait, moi je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas eu possibilité de discussion et possibilité, encore une fois, de parler avec les personnes, quoi. J'imagine qu'il y a eu des tentatives, hein, mais je vois rien de tel de la part de Nadav Lapid, quoi. La critique de Judith Loulévy, finalement, vouloir boycotter un film, un cinéma, des cinéastes qui, ou en tout cas critiquer un film, des cinémas, des cinéastes qui se battent pour la dénonciation de la politique israélienne, c'est finalement contre-productif, ce serait fratricide. J'ai entendu le mot de débat et d'affrontement. Il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu affrontement. Il y a eu un cinéaste qui, à la place d'essayer de prendre contact avec ceux qui se sont opposés à sa présence, est couru dans la presse immédiatement. Et d'ailleurs, le débat n'a pas eu lieu, c'est la première fois qu'il y a un débat. Plus que ça. Moi, là, on est dans le méta-débat. Il est insupportable, le journaliste. Hein. Vraiment, 2 interventions de Judith Loulévy, il l'a laissé parler pendant 5 minutes à chaque fois. Et là, il ne peut pas parler 30 secondes, Eyal Sivan, sans être interrompu. C'est insupportable. Je rentre dans les corps de sujet justement parce qu'on essaye, là, mon interlocutrice que je respecte, essaye de m'entraîner dans quelque chose qui est en dehors de débat, qui est le contenu du film et la position politique, d'ailleurs tout à fait respectable et louable, de Nadav Lapid lui-même. Ceci n'est pas du tout la question. C'est bien de le rappeler. La question n'est pas là. La question, elle est exactement sur le sujet de est-ce qu'on se prête volontairement ou est-ce que c'est fait instrumentaliser par l'État d'Israël dans son image de démocratie. Alors, j'explique. Nadav il veut encore... Je vous jure, ça me rend fou. Je vous jure, moi en fait, les journalistes de base, ils me rendent fou, mais alors quand ils sont comme ça, à interrompre à tout bout de champ les gens et à en laisser d'autres dérouler, c'est insupportable. Nous sommes ensemble pour les sanctions contre Israël. Un des entraves contre les sanctions contre Israël, c'est l'image de démocratie de l'État d'Israël. Et nous devons œuvrer tous ensemble pour saper l'image de démocratie libérale d'Israël, pour pouvoir permettre ces sanctions. Au moment qu'on se prête 3 points,
que le film est présenté à Cannes avec les drapeaux israéliens comme un film israélien. 1. Que le film a les logos 4 fois des logos de ministère israélien. 2. Que dans les remerciements, la production remercie 2 conseils régionaux qui sont dans les territoires occupés, qui remercie l'autorité de nature et des parcs qui participe à l'accaparation de terres palestiniennes, le transformant dans des parcs naturels. Quand la production remercie une société d'investissement qui investit et construit dans les territoires occupés. Tous ces éléments mis ensemble participent à l'image d'une démocratie libérale dans laquelle c'est, je répète, l'entrave aux sanctions. Alors je vais faire réagir tout de suite sur ce point-là. On peut faire l'impasse sur cet argent. Il ne s'agit pas de 13%, 14% ou 1%. On peut faire l'impasse. Et d'ailleurs, 50 cinéastes israéliens eux-mêmes ont signé une pétition sous le titre « Boycottez-nous ». Je n'ai pas vu la signature de Nadav là-dessus, et ça, d'ailleurs ça a été pointé du doigt aussi par le collectif La Palestine sauvera le cinéma, mais il y a des cinéastes bien plus pauvres, bien moins connus que Nadav Lapid, qui ont fait l'impasse sur les financements israéliens. C'est aussi un débat qui peut y avoir à côté, qui est de dire que effectivement, est-ce que c'est possible de faire cette impasse-là, et est-ce que si tu veux faire un film israélien, qui parle d'Israël, tu as le droit du coup de prendre son argent. Moi je sais que typiquement c'était le débat aussi par rapport à Canal+. Est-ce que tu peux critiquer Canal+ avec l'argent de Canal+? T'as quand même une charte que tu dois signer quand tu reçois des financements de Canal+. En même temps c'est de l'argent gratuit pour beaucoup. En même temps idéologiquement tu peux faire plein de trucs qui sont en dehors des cadres de Canal+, tout ça. Typiquement dans Jim Quinn, ça on en a parlé dans Rage Bait aussi, mais je m'en suis souvenu aussi pendant la séance, mais t'as les Bolo News je crois, et c'est clairement un tacle à Bolloré. Et le film, de ce que j'ai compris, n'a pas eu de financement de Canal+. Pourtant, il a été relayé par des trucs de Canal+, etc. Donc voilà. On va pas cancel tous les gens qui prennent l'argent de Canal. Ben bien sûr, on va pas le faire. Après, il y a des gens, c'est vraiment, encore une fois, c'est la différence entre suivre Canal et recevoir de l'argent de Canal+. C'est différent. Est-ce que vous comprenez, pardonnez-moi, et Sivan, je veux faire réagir Judith Loulévy qui est en studio à côté de moi. Est-ce que vous comprenez cette critique, Judith Loulévy? Au-delà du contenu du film, c'est la représentation de ce film comme un film israélien, c'est la participation de Nadav Lapid au Festival du cinéma israélien à Paris, voilà, ces diverses représentations-là, la manipulation d'une certaine manière de ce cinéaste comme un cinéaste israélien qui pourrait poser problème, Judith Loulévy. Alors, en fait, je vais être très clair, Nadav Lapid n'est pas un agent de la normalisation d'Israël. Il ne le veut pas. Il ne veut pas l'être. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ne l'est pas? Ça, c'est une autre question. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez problématique également dans ce qui s'est joué ces derniers jours, c'est que aussi intéressé puis être par des stratégies de lutte comme celle du boycott culturel. Moi, j'ai pas de toute façon, j'ai même pas, on va dire, ma position importe peu sur ce sujet. Mais c'est intéressant d'entendre. Est-ce que dans certaines conditions, le boycott culturel d'Israël a un sens pour vous? Mais moi, je suis intéressée par les formes d'action collective qui sont efficaces et qui permettent aussi de rassembler. Là, manifestement, il y a eu un échec dans le rassemblement, je pense qu'on peut le dire, parce qu'on touche quand même à un film dans lequel à aucun moment, ni Nadav Lapid, ni moi-même, ni aucun membre de l'équipe, ni le film, n'a d'une quelconque façon joué le jeu tout d'un coup d'un discours qui serait regardé finalement tout va bien. Enfin, en fait, on n'est pas l'Eurovision, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme, je trouve, de perversion un petit peu de cette forme d'action qui, pour moi, en fait, finit par la vider ou risquer de la vider de son contenu, qui est d'aller chercher finalement dans ce qui fait la bureaucratie, excusez-moi, d'un film, et ce qui transforme aussi d'ailleurs les spectateurs en agents un peu bureaucrates. C'est tant mieux hein, de comprendre comment ça se passe aussi la production d'un film. Enfin, moi, je comprends pas trop pourquoi. Ah non, il faudrait absolument pas rentrer dans les financements du film. En fait, j'ai cette impression-là, hein, de loin, de me dire faut absolument pas rentrer dans les financements du film, etc. Et moi, j'entends la question de c'est pas le contenu, etc. J'ai évidemment lu les différents communiqués qui viennent avec pédagogie rappeler quelles sont les modalités et les règles de ce boycott culturel. En attendant, je trouve ça compliqué pour des personnes en fait qui s'inquiètent, à raison, des processus de normalisation que peut véhiculer une œuvre, de ne pas l'avoir. En fait, je trouve que c'est quand même se priver de beaucoup d'informations pour penser, en fait, pour penser la chose. Et à cet endroit-là, moi, j'invite aussi, je vais rebondir sur une autre chose que disait Eyal Sivan. Effectivement, c'est la première fois que cette discussion peut avoir lieu. C'est la première fois, Judith Loulévy, que vous prenez la parole sur cette question. Et Eyal Sivan nous le disait, c'est la première fois qu'il est invité pour en parler également. Pas seulement sur cette question. À titre personnel, c'est la première fois que je prends la parole publiquement sur le film, en fait, depuis qu'il est sorti, depuis un an. Et je le regrette parce qu'en fait, il y a une aventure politique à l'intérieur de ce film qui est aussi une aventure politique française. Eyal Sivan, quand vous dites c'est 1%, 13%, finalement,
l'argent pouvait se trouver ailleurs. Je suis désolée, en fait, étant la productrice du film, je suis obligée de vous contredire sur ce point. C'est un film qu'il a été compliqué de produire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, produire des films politiques en France est difficile. C'est un film qu'on a dû faire sans Canal+, sans le CNC, à part sur, on va dire, une micro-aide aux effets visuels. Et puis à la toute fin, une fois que le film était terminé, etc., on a une aide à la post-production. Mais on a vraiment été privé pour toute la fabrication, en fait, à la fois du crédit d'impôt, puisqu'on ne tournait pas en France, de Canal et du CNC. Je rappelle que Lapide est un cinéaste qui a eu un Ours d'Or, qui a eu des prix à Cannes. Canal n'a même pas envisagé le film. Pourquoi ? Parce que systématiquement, dans le courant de la production, on nous demandait si le film ne serait pas trop anti-israélien et que vraisemblablement, la réponse était plutôt positive. C'est-à-dire, si le film pose problème, il est trop contestataire, il est trop dur, les gens, vraisemblablement, étaient surtout déjà animés par une forme de peur face aux œuvres. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est quand les œuvres font peur, sont dangereuses, perturbent. Ce film perturbe, et j'ai envie de dire, c'est très bien. Je regrette simplement que quelques-uns préfèrent l'utiliser pour diviser, alors que nous l'avons fait plutôt pour rassembler autour, effectivement, d'un discours commun. Rassembler ? Attends. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu choqué par ça. Au bout d'un moment, tu ne peux pas faire un film comme ce qui est dit là autour de We Nadav Lapid, comme étant un film qui serait contre Israël, tout ça, et rassembler. Non, il y a des gens qui sont sionistes et il y a des gens que tu vas nécessairement mettre de côté radicalement, quoi. Et moi, pareil sur le truc, alors moi je vais pas juger de sa capacité à Judith Lévy à produire des films, bien évidemment que non. Il n'empêche que je pense qu'il y a toujours une possibilité, et surtout quand c'est ton message principal que d'être anti-israélien. Justement, si c'est ta volonté numéro 1, il faut éviter ce genre de financement-là. Il y a toujours d'autres possibilités. Je veux dire, évidemment, il y a plein de problèmes, et puis voilà, il y a plein de soucis où je suis conscient du fait que produire un film c'est compliqué, que produire un film c'est dur, que produire un film c'est c'est chiant, etc. Mais il y a quand même toujours des possibilités ailleurs, des financements participatifs, aller essayer de trouver un producteur, un bon producteur, faire des opérations pour essayer d'avoir des crédits d'impôt, etc. Plein de trucs du genre pour garantir le fait de pouvoir produire son film. Ça existe toujours. Moi, typiquement, je n'imaginerais pas un film anti-Canal+, produit par Canal+. Ça me paraît insensé. Voilà. Et même un film qui remettrait en cause Canal+, qui remettrait en cause machin, ou voilà, un film anti-Bolloré et pas nécessairement anti-Canal+, je ne l'imagine pas produit par Canal+. C'est impossible pour moi. Et je pense que c'est impossible d'avoir un film contre... Enfin, il y a eu ce débat là récemment avec Le Diable s'habille en Prada 2. J'ai pas vu le film. Mais moi, j'imagine assez peu que tu aies un film contre l'industrie de la mode, produit par Gucci, ou produit par des gens qui font partie de la mode. Ça me paraîtrait insensé. Et pour aller plus loin, ça me paraîtrait insensé de faire un film pro-Taïwan produit par la Chine. Enfin, pour aller dans d'autres débats, ça me paraîtrait insensé d'avoir un film pro-Ukraine produit par la Russie. La question est comment Israël peut donner de l'argent à un produit qui critique leur État. Oui, déjà, ça c'est une question aussi. Ça se trouve, c'est une possibilité qui se donne également de dire « Ah ben regardez, on accepte les critiques qu'il y a chez nous. » C'est aussi une autre possibilité. Ou alors, le film n'est pas assez critique. Ou alors, machin. C'est possible aussi. Salut, puis c'est pas comme si sa notoriété le faisait galérer à trouver des fonds. Si c'était un petit producteur qui se veut prendre son billet puis retourner sa veste, pourquoi pas. Bah après, qu'il y ait de la difficulté pour trouver des fonds, même si c'est quelqu'un de très connu. J'entends personnellement, hein, bien sûr. Moi, ça résume bien leur état d'esprit de penser qu'ils sont plus malins et intelligents que tout le monde. Bah, ouais, c'est un petit peu ça. Après, encore une fois, un métier de producteur, je vais pas le remettre en question. Je vais pas remettre en question la capacité à Judith Lévy de trouver des financements. C'est juste que, encore une fois, oui, je comprends totalement que ça soit une impasse. Et il faut l'adresser. Limite, voilà. T'as fait ton film, il est produit du coup par Israël. D'accord. Très bien. Voilà, t'avais pas d'autre choix que de le produire par Israël, en partie au moins. Ok. Mais du coup, encore une fois, c'est reproché dans certains cadres. Quand même. Ça te paraîtrait insensé que l'État coproduise un film qui critiquerait l'État. Pas nécessairement. Toute la démarche de la part de BDS a bien des égards. C'est de la part du coup du Fragby, de la part de la Palestine sauvera le cinéma, enfin plein de trucs du genre. C'est quand même que t'as aussi une démarche de dire
regardez, on accepte les critiques qu'il y a chez nous, donc du coup, on est une vraie démocratie, et donc du coup, c'est pas bien de nous attaquer, etc. Ça, c'est aussi une rhétorique qui est utilisée pas mal, quoi. Il y a différents types d'argent public, par exemple, le CNC est sur le papier indépendant, donc peut financer des trucs pas pour pouvoir en place. Bah, bien sûr, tu peux financer des films anti-Macron, entre guillemets, par le CNC, ça existe aussi. Il n'y a pas 2 semaines, il niait le fait d'avoir reçu de l'oseille publique d'Israël. Oui, en fait, c'est le retournement de veste, c'est de dire « Ah non, enfin, on n'a pas reçu d'argent public d'Israël, finalement, on en a reçu, mais quand même non. » Enfin, vraiment, c'est lunaire quand même. Ce discours commun, c'est tout faire pour en fait sortir effectivement d'une légende qui serait tout d'un coup le pays le plus moral ou l'armée la plus morale, que même des Israéliens à l'intérieur de cet État le disent. Et pour moi, à cet endroit-là, c'est effectivement peut-être cette théorie de l'ennemi de l'intérieur, mais elle est puissante. Et je pense qu'il faut se respecter dans des stratégies de lutte distinctes, surtout si à un moment donné, on vise une forme de rassemblement ou d'unité. Et je voudrais faire réagir Eyal Sivan. Eyal Sivan, c'est au producteur que je m'adresse maintenant. Comment faire pour faire un film politique sur ce qui se passe en Israël? Doit-on pouvoir encore, selon vous, tourner des films en Israël, des films politiques, j'entends bien évidemment? Et moi, en vrai, c'est un vrai truc aussi, hein, mais encore une fois, hein, je le répète, hein, j'ai pas envie que, parce que du coup, ça représente 12% du budget. C'est quand même une sacrée somme, hein. Je sais pas exactement c'est quoi le budget de We Nadav Lapid. Le film a quand même une petite gueule, hein, on va pas se mentir, quoi. 12% c'est quand même un certain pourcentage, donc ça veut dire que le film, non pas qu'il se serait pas fait si le film était... si le film n'avait pas eu cette aide-là, mais en tout cas qu'il aurait eu une gueule différente, qu'il aurait eu moins d'ambition. Et moi, je suis totalement contre le fait de se dire on va renier notre ambition parce qu'on a moins de budget. Évidemment que ça s'entend, et je comprends les gens qui sont pour ça et qui sont pour dire bah non, si tu n'arrives pas à faire un film sans ton budget, sans le budget que tu as envie de faire, tu fais de la débrouille, du système D, tu essayes de te débrouiller comme ça. En fait, c'est surtout que l'industrie du cinéma tourne à ça, hein. Faut se dire que quand vous avez un film qui a 10 millions de budget, il doit paraître avoir bien plus que ça. Et il y a du coup déjà du système D qui est en place. Donc non, tu peux pas réduire les coûts, ou alors faut vraiment enlever des pages, faut enlever des séquences. Et ça c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est sûr que là-dessus, moi je pense que c'est nécessaire d'avoir cet argent-là aussi, encore une fois. Mais avoir du coup la réponse de Eyal Sivan, moi je suis curieux. En 1985, le grand cinéaste palestinien Michel Cléfi, qui a tourné son film Nos en Galilée, qui a été présenté à Cannes, on lui a dit mais vous tournez en Israël, ça veut dire qu'Israël est une démocratie. Il a répondu notre défi c'est faire des films non pas grâce à la démocratie israélienne mais malgré la démocratie israélienne. Revoir ses ambitions à la baisse, pas ok, renier ses convictions, ok. En fait encore une fois, moi je comprends les gens qui se disent non je vais pas revoir mes ambitions à la baisse, j'ai des ambitions et donc pour ça j'ai besoin d'un financement ici. Je comprends l'absurdité de la chose, hein. Moi je comprends l'absurdité de se faire financer par Israël, par du coup des aides gouvernementales, etc. Et à côté de dire non mais par contre c'est un film anti-israélien aussi. Je comprends aussi. Après l'argument budget pue la merde parce qu'elle l'a dit, pour tourner là-bas c'est légalement obligé d'avoir une part de financement israélien. Mais ça s'entend bien plus, hein. Et ça s'entend bien plus que... mais j'ai l'impression qu'elle est contraire à ça et qu'elle dit non, mais en fait finalement on n'était pas si obligé que ça, mais quand même on était obligé parce qu'on devait avoir du budget à ce niveau-là, donc je comprends pas exactement trop ce qu'elle a à en dire. Je pense qu'il y a un petit peu d'indécence dans ce débat. Parlons peut-être de la façon que les Palestiniens produisent des films. Ce sont des aides d'État parce qu'ils n'ont pas d'État. Comment aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, on entrave la production des Palestiniens? Je peux vous donner des dizaines d'exemples. Un exemple très récent, une réalisatrice palestinienne présentant son film à un des fonds qui a obtenu le film de Nadav Lapid. D'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup de gens auraient eu l'envie d'avoir la difficulté d'avoir Arte, ZDF, Hero Image, CNC, MBB, la région Bretagne, etc. Et j'en passe pour pouvoir produire pour pouvoir faire leur film. Mais je pense qu'il faut dire, voilà, une réalisatrice présentant un fonds de cinéma d'ailleurs qui a aidé le film de Lapid, palestinienne très connue, qu'on lui dit mais votre film manque d'empathie à l'égard des Israéliens. Et là, on peut dire mais pourquoi prendre de l'argent israélien pour produire un film alors que nous sommes un dissident? Je cite Nadav Lapid. Eh bien, la raison est une raison française. La raison, elle est que l'argent israélien sert d'un bouclier de protection pour les fonds de cinéma allemands, pour les chaînes de télévision comme Arte, etc. Puisqu'il y a de l'argent israélien, on ne pourra pas venir nous reprocher qu'on est anti-israélien, voire antisémite. Donc, en réalité, l'argent israélien, il a ici une fonction, et là, ça dépasse Nadav Lapid et sa productrice, c'est quel est le mécanisme qui fait que nous devons montrer patte blanche
Surtout quand on fait un film qui critique Israël. Et je répète, il y a des dizaines d'exemples. Moi, je suis un exemple aussi, mais il y a d'autres. C'est-à-dire des Palestiniens qu'on ne les a pas donné de subvention. On m'a enlevé une subvention dans la région sud de France pour un film que j'ai coproduit parce qu'une subvention attribuée parce que c'est un film anti-israélien. Eh bien, moi, j'ai pas couru à la presse. J'ai pas couru à me plaindre. Personne, d'ailleurs, a écrit là-dessus, sauf un article dans Mediapart. Et pourquoi ? Parce que je suis un dissident. Quel est l'essence de dissident ? D'ailleurs, il faut dire que utiliser le mot dissident manque de respect face aux dissidents réels, iraniens, chinois et autres. Un dissident, c'est quelqu'un qui ne prend pas de l'argent de son État. Et d'ailleurs, un dissident, c'est quelqu'un qui a un État ne le donne pas d'argent. Mais un dissident aussi, c'est une rupture. Laissez-moi finir. Je vais simplement finir une petite phrase. Un dissident, c'est quelqu'un qui rompt avec les systèmes de régime qu'il dénonce. Le régime israélien base son discours sur la auto-victimisation, qui est exactement ce qui fait Nadav Lapid dans tous ses interviews. Il a raison. On va m'empêcher de parler, personne ne va me donner, etc. Eh bien, ce n'est pas Judith une Loulévy, rupture avec les systèmes. Judith Loulévy, vous... Franchement, intervention ultra basée. Je voulais la voir jusqu'à la fin, mais intervention ultra basée. Et effectivement, Nadav Lapid, même si il se drape dans ce drap-là, mais aussi la presse le présente comme ça, bah oui, au bout d'un moment, tu peux pas te dire je suis dissident de l'État israélien et recevoir de l'argent d'Israël. Et encore une fois, moi je le vois avec des acteurs du domaine du privé, des financeurs privés. Tu ne peux pas te dire je suis dissident de Canal+ et être dans Canal+. Ça me paraît insensé. Et là, voilà, je compare entre un acteur privé et un acteur public, il y a des différences, bien sûr, mais je me dis, quand même, tu ne peux pas te dire, je suis dissident de tel média, et en même temps, enfin, je ne suis pas dissident de Twitch, je suis sur Twitch, je ne suis pas dissident de YouTube, je upload sur YouTube, donc non, je ne suis pas dissident de ces organismes-là, ça me paraît un peu insensé, mais là-dessus, bah oui, du coup, Nadav Lapid est présenté comme dissident israélien. Alors qu'encore une fois, il y a des financements israéliens dans son film. Tu peux et il peut financer son film sans financement israélien. Juste, il ne doit pas tourner en Israël. Et donc là-dessus, il se dit « Ah bah non, moi j'ai envie de tourner en Israël pour parler de ça. » Donc du coup, ça veut dire que je ne dois pas rentrer en dissidence totale avec Israël. Parce que bah, typiquement, un cinéaste comme Jafar Panahi est dissident iranien. Il y a des tentatives pour le mettre en prison, tout ça. Il tourne ses films en cachette, il tourne ses films avec des financements français également, enfin voilà, il est obligé de faire ça. Et d'ailleurs ça a été présenté comme le film représentant la France aux Oscars. Parce qu'il y a tellement de financements français autour du film qu'au bout d'un moment c'est un film français presque, même s'il se passe en Iran. Et il tourne ses films en catimini, il tourne ses films en secret et tout ça. Mais à un moment donné, un cinéaste comme Jafar Panahi, il y a des conséquences à ses actes. Nadav Lapid... Évidemment, il y a eu des conséquences également à ces actes. Il y a eu un ministre, je crois que c'était le ministre de l'armée israélienne, qui a appelé à boycotter son film, tout ça, des trucs du genre, évidemment. Mais à côté, de ce que j'ai compris, il n'est pas banni d'Israël. La preuve, il a pu y retourner pour faire son film. Et s'il te répond non, mais moi, je veux prendre mon billet sur le dos de l'institution que je critique pour ensuite le critiquer, est-ce que cette logique n'est pas utilisée par certains streamers gauchistes ? Après bon, Amazon n'est pas égal à Israël, évidemment. Non, mais ça, je comprends évidemment la chose. Moi, je suis contre, par exemple, le fait de... je suis contre les productions et la manière de produire d'Amazon. Pour autant, je ne suis pas dissident d'Amazon. Ça s'entend. De dire... Moi, je pense... que Nadav Lapid est assez juste dans sa manière de faire, et que, oui, évidemment, je pense qu'il est contre l'État israélien. Pour autant, le mot dissident, il a un sens aussi, hein. Le mot dissident, il est très fort aussi. À quel point on s'éloigne du débat sur le boycott culturel, et que là, il s'agit quand même d'une question beaucoup plus personnelle qui vous oppose vraisemblablement à Nadav Lapid, de savoir est-ce qu'on a raison de l'appeler dissident, etc. Pour moi, c'est un peu, d'ailleurs, le côté pathétique, si je peux me permettre, de cette histoire, c'est qu'en fait, elle a glissé d'une question qui est une question politique, par ailleurs, sur des œuvres, etc., une question personnelle, et ce que vous venez de dire le démontre. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes surtout en train d'essayer de, quelque part, critiquer ce que Nadav Lapid représenterait, alors que fondamentalement, il me semble que c'est loin d'être le sujet, notamment qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, permettre d'avancer sur
la question d'une émancipation palestinienne et d'une résolution de cette horreur qui est en cours, qui, à mon avis, par ailleurs, est largement aggravée en termes, on va dire, d'ambiance générale politique, telle que ces derniers jours l'ont montré, par effectivement la lâcheté du gouvernement français et qui, quelque part, délègue à la société civile la nécessité de s'engager à titre personnel sur des questions qui sont des questions extrêmement dures face à un État qui, par ailleurs, est loin de se laisser impressionner, malheureusement, actuellement, peut-être que vous serez par le boycott de Nadav Lapid, qu'au contraire, on est ravis. Et donc, en fait, je me permets juste, de signaler à quel point, dans une question aussi grave, M. Sivan, partir sur une question qui, finalement, est aussi personnelle, comme vous venez de le faire, me paraît à la fois contre-productive et pas exactement politique. Oh, mais là... Au bout d'un moment, le fait de dire non, mais vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans une question de boycott culturel, puisque vous allez dans un truc personnel. Oui, ce n'est pas... Enfin, c'est le cas depuis le début, hein. C'est de ne pas juger sur Nadav Lapid, sa personne, c'est de juger sur ses actes et sur son film. Et là-dessus, il y a des trucs à juger par rapport à son financement, par rapport à... Et je pense que même, encore une fois, hein, le contenu du film n'est pas trop mis en cause. Moi, j'ai vu des gens avoir des critiques sur le contenu du film. J'ai vu notamment PDH, donc c'était l'émission de Burdo et Yousfi, qui en parlaient et qui avaient des critiques par rapport à ça, bien sûr. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est les actes de Nadav Lapid qui sont jugés. Et c'est pas ça, le fait qu'il soit israélien. C'est débile, ça. Le film est fait sur son nom, bah oui, bah... Et encore une fois, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de vouloir... presque séparer l'homme de l'artiste de la part de Judith Lévy, de dire non mais vous savez le film il a le droit d'exister même en dehors des actes de Nadav Lapid. Bah non, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette volonté de séparer l'homme de l'artiste? Moi je comprends pas trop. Israël n'aurait pas été suffisamment sanctionné par les États européens, par la France. Mais bien sûr. Non, mais enfin c'est évident. Je veux dire, enfin il y a eu des. Je vais pas revenir là. Je sais pas si on a le temps de revenir là-dessus, mais c'est évident que la France a laissé, même utiliser cette expression. La présidente de l'Assemblée nationale a parlé du droit inconditionnel à se défendre. Je sais même pas d'où sort un concept pareil, le droit inconditionnel. Enfin, c'est évident que la France est complice dans cette situation. Elle a raison, pour le coup elle a raison. Tragique et épouvantable, que ça met effectivement en immense tension. Après encore une fois, enfin moi j'y pensais pendant son intervention, je me suis dit c'est très facile, 3 ans après le début du coup de l'offensive encore plus violente de la part d'Israël, parce que voilà ça fait 3 ans et 75 ans je crois à peu près le début de la première Nakba, etc., des trucs du genre. Je suis pas historien de tout ce qui s'est passé en Israël et en Palestine occupée, mais voilà, je sais de ce que je vois que quand même ça fait un petit moment que ça dure, et même si évidemment post 7 octobre il y a eu tout de même des attaques et des récidives disproportionnées de la part d'Israël, ça évidemment, et qui ont mis en lumière le fait que c'était plus possible à défendre, quoi, bien sûr, et qui a fait qu'il y a des gens qui sont engagés, qui ont vu la lumière, hein, on en parlait au début, évidemment que critiquer des gens pour des actes faits avant le 7 octobre et les ripostes israéliennes, c'est autre chose. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est quand même, ça a mis plus de 3 ans avant que certaines personnes commencent à admettre ça. Je ne pense pas que Judith Lévy en fasse partie, bien évidemment que non. Je pense qu'il y a des gens qui font partie de cette démarche-là depuis de nombreuses années, et je pense qu'a priori, si Judith Lévy soutient Nadav Lapid depuis des années, et qu'encore une fois, Nadav Lapid est contre la politique de Netanyahou, et j'imagine les politiques précédentes, c'est tout de même que, a priori, elle est plutôt du bon côté de la barricade, si je devais utiliser des métaphores comme ça. Maintenant, en fait, encore une fois, et moi c'est ce qui m'avait pas mal choqué avec toutes les répliques par rapport à toute cette affaire Nadav Lapid, c'est que le cinéma français ne s'est absolument pas exprimé pendant plus de 3 ans, et la seule fois que le cinéma français, dans sa quasi-totalité, et encore une fois je vais pas reprendre les noms des signataires des 2 tribunes, etc., dans sa quasi-totalité, la seule fois où certains se sont exprimés par rapport à ce conflit, c'était pour défendre Nadav Lapid. On est quand même dans quelque chose d'insensé. Ça fait plus de 3 ans que le génocide s'intensifie, et la seule fois où les gens commencent à trouver quelque chose à dire, c'est autour de cette affaire, quoi. C'est dingue. Et ce que moi j'aimerais encore une fois rappeler à l'occasion de ce débat, qui encore une fois je vous remercie également France Culture de l'organiser parce qu'il n'a jamais eu lieu, et j'espère qu'il va se reproduire parce qu'on en a besoin. Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait
Et qu'au bout d'un moment, Nadav Lapid se bouge le cul et aille débattre avec des gens du collectif La Palestine sauvera le cinéma, s'ils ont envie évidemment de débattre avec Nadav Lapid. Mais je pense que eux ils ont envie, mais peut-être que Nadav Lapid n'a pas trop envie. En fait, il faut qu'on se parle. Il faut absolument se rassembler pour essayer, encore une fois, d'analyser comment être plus fort ensemble. Parce que là, en fait, il s'agit d'une petite guerre fratricide dans des milieux qui sont quand même assez minoritaires. Je ne comprends même pas exactement l'intérêt d'essayer de démontrer l'efficacité du boycott culturel depuis l'exemple de Nadav Lapid. Vraisemblablement, c'est plutôt une expérience qui l'a affaibli. Je le regrette, on ne l'a pas choisi. On n'est pas à l'initiative en fait, de ce débat. Nadav Lapid n'a pas couru vers les médias, comme vous l'expliquez. En fait, c'est simplement des soutiens à lui qui ont estimé, après un an en fait, d'épisodes qui ont été assez similaires, on aurait pu en parler, décider d'écrire cette tribune, et que ensuite le phénomène médiatique et que les médias s'intéressent. Et remercier le journaliste, c'est pas anodin. Alors pour le coup, Eyal Sivan a aussi remercié le journaliste au début d'organiser justement ce débat-là. Le journaliste l'a ensuite interrompu pour dire non mais c'est pas... Et ensuite il a repris tranquille. Bref. Il a fait un scandale de sa déprogrammation en lui-même. Oui, mais qu'il y avait... Bref. La seule fois où j'ai des potes qui se sont exprimés sur le sujet, c'était pour défendre le type, le gros red flag. Les mecs n'ont jamais rien dit au sujet des bombardements. Bah ouais, c'est un petit peu le problème, quoi. C'est encore une fois, hein, moi je trouve ça plutôt indécent de voir que y a des gens, on leur demande, enfin, ils ne sont jamais exprimés autour du génocide en Palestine. Et instant, ils ont partagé Nadav Lapid à France Inter parce qu'ils ont dit ah c'est quand même grave l'atteinte à la liberté d'expression. Évidemment, enfin il y a des gens qui se font berner et il y a des gens qui se sont exprimés énormément autour de la Palestine et qui ont quand même signé la tribune ou un truc du genre. Mais évidemment parce que c'est présenté comme étant une atteinte à la liberté d'expression et les gens sont pas du tout pour ça, etc. Bien évidemment. Mais à côté... à un moment donné, moi je vois les gens qui n'ont jamais parlé, quoi. Et qui voient ça, et je comprends particulièrement la rage. Moi je connais des gens qui ont vraiment la rage de voir ça, et qui ont vraiment la rage de voir à quel point le discours s'est fait manipuler, quoi. Et à quel point le discours a été très pauvre pendant des années et que là c'est encore une fois la première fois que certains s'expriment là-dessus, quoi. Mais Nadav Lapid n'est pas quelqu'un qui vient se plaindre au micro dès qu'il a un problème. Donc encore une fois, encore une fois, moi le vrai souci aussi c'est que Nadav Lapid il a eu une tribune pendant des jours et des jours entiers là ça fait là c'est la première fois qu'on invite quelqu'un qui est de l'autre côté, quoi, j'ai envie de dire, genre quand même, hein. Exactement. Et c'est un peu, enfin, c'est marrant ce que tu dis, WTB. Enfin, du coup, c'est Saad, pardon, putain, c'est Saad. Je suis con. Parce que je me cite WTB. En fait, moi, je lis que le début des pseudos à chaque fois. Mais salut Saad. Mais Saad, du coup, du Festival Ciné Palestine, j'imagine, Saad FCP. Oui, je me suis dit, bah, putain, je suis con. Mais c'est effectivement un petit peu ce que disait Eyal Sivan. C'est quand même un certain privilège que de se faire refuser le CNC. Genre, il y en a. Ils ne font même pas la demande, tellement ils savent que c'est mort. Genre vraiment, hein. C'est ça qui est fou, hein. Le film est diffusé, personne ne demande à l'interdire, c'est pas une question de liberté d'expression. Mais oui. N'en parlons plus. Eyal Sivan, vous êtes d'accord, c'est peut-être cette dérivation, la charge qui pèse aujourd'hui sur la société civile et sur les institutions culturelles ne devrait pas peser sur elle, Eyal Sivan. Je voudrais revenir exactement à ce qu'on n'en parle pas, parce que tous ces faux débats permettent la invisibilisation de Palestiniens. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 500 procédures juridiques, enquête, mise en examen et procès des membres de la solidarité de militants pro-palestiniens parce qu'ils tenaient les mêmes propos qui tient Lapid, et encore une fois, les propos respectables. Il y a une répression, il y a une impossibilité aujourd'hui de cinéastes palestiniens démontrer leurs films sans qu'on les impose à côté un Israélien. C'est ça qu'on doit parler. Et encore une fois, c'était le truc autour de la fête de l'humain. Hein. Ah oui, vous pouvez diffuser 5 documentaires palestiniens, mais en l'échange, on met quand même en avant le fait que le film d'ouverture, c'est Oui Nadav Lapid, on le met sur toutes les affiches, etc. Les gens... Et d'ailleurs, la campagne de boycott des investissements sanctions, BDS. Dans le BDS, dans son volet de boycott culturel universitaire, culturel et sportif, a une phrase très importante, et j'invite tout le monde à lire profondément les lignes directrices parce que c'est là-dessus. La campagne dit une chose. Encore une fois, il ne s'agit pas des personnes. D'ailleurs, il ne s'agit pas non plus d'essayer de créer des situations fausses de cohabitation. Par contre, la campagne boycott des investissements sanctions invite
y compris les Israéliens, à un travail commun de co-résistance. Alors, comment co-résister? Il nous reste 4 minutes d'émission. Eh bien, comment co-résister? Comment résister? C'est comme Nadav Lapid lui-même a dit dans une interview, je ne prendrai plus de l'argent israélien. Et pourquoi ne prendra-t-il pas de l'argent israélien? De 2 raisons. D'abord, parce que la campagne de financement des prochains films, elle est déjà faite. Et deuxièmement, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas boycotté parce qu'il est israélien. La petite hésitation de tous les vies enfants en mode. Pas tout à fait fini. Hein. Il est boycotté au moment qu'il prend de l'argent israélien. Ça, c'est les premières de la Donc, selon vous, la BDS a une forme d'efficacité. Ah bah ça, c'est ce qu'on a vu de toute manière avec beaucoup même de boycott BDS. Hein, c'est que Starbucks, il y a eu des conséquences, McDo, il y a eu des conséquences, plein de trucs du genre, quoi. Des gens de mon âge se souviennent que la campagne de boycott de l'Afrique du Sud a eu une très grande efficacité. D'ailleurs, toute la campagne BDS est inspirée de la campagne, et c'est End Apartheid, je crois, en Afrique du Sud, hein. Et ça a eu des conséquences et ça a vraiment aidé le mouvement et oui, il y avait du coup du boycott culturel aussi. Et d'ailleurs, si les États auraient pris leurs responsabilités et émettraient des sanctions et des embargos contre Israël, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est exactement la question qui se pose à la Russie. Moi, je pense qu'il est sans aucun intérêt boycotter des acteurs, de cinéastes russes qui ne se prêtent pas à être porte-parole de régime, on soutient le régime. Pourquoi? Parce que justement, il y a des sanctions. Et donc, la question, c'est comment nous œuvrons ensemble, non pas dans un débat extérieur dans la presse, comment on rejoint justement la campagne de BDS, on rejoint, et à l'intérieur, on est en train de parler. Je vais finir par une petite phrase, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous signale que au moment de la sortie du film de Nadav Lapid, les genoux d'Aed d'un côté, et de l'autre côté, le film, oui, la campagne boycott des investissements sanctions palestiniennes n'a pas émis un boycott contre ce film. Moi, en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me dis, du coup, il n'y a pas de problème il n'a pas de problème, Nadav Lapid. À partir du moment où le film n'a pas eu de campagne de boycott national. Je veux dire, pour le coup, l'année de sortie de Nadav Lapid, il y a eu plusieurs campagnes de boycott national de la part d'organismes. Je pense notamment au Dracula de Luc Besson, je pense à Make to My Love Can't Doué. Alors c'est pour d'autres raisons, bien évidemment, mais il y a eu des campagnes de boycott autour de ces films-là. Il y a eu des comptes qui ont relayé le fait de ne pas aller voir ces films, etc. C'est pour des raisons de VSS, c'est différent, évidemment. Et c'est pas du coup par l'organisme BDS, bien sûr, mais il y a eu des questionnements autour du boycott par rapport à ça. On a juste demandé à ce qu'il soit pas prog à l'UMA dans un cycle palestinien, mais c'était déjà trop. Oui, voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a juste eu cette demande de dire on est pour le fait que le film existe, que le film soit diffusé nationalement, mais par contre, pas dans nos festivals. C'est ça le truc. Pourquoi elle n'a pas émis un boycott de ce film? Parce que sur les plans tactiques et stratégiques, ils ont considéré, j'aime bien, que ce n'est pas la peine. Mais il y a eu une surenchère. Il y a eu la présentation de l'avant-première de Lapid dans un festival de cinéma israélien à Paris, financé par l'ambassade d'Israël avec 3 ministères israéliens. Et vous aviez dit une petite phrase. Il y a eu la présence de la petite phrase, oui, c'est vrai que la petite phrase, elle est longue. Déjà été dite dans cette émission, s'il vous plaît. Il y a une chose qui n'a pas été dite. Que Nadav Lapid a présenté son film en Israël avec un standing ovation au Festival de Jérusalem qui se déroule dans les territoires occupés et dans une maison je souhaiterais, si qui vous a le voulez été bien, confisquée finir, aux Palestiniens. Eh bien, Judith Loulévy, je me tourne vers vous. Comment dialoguer? On voit que le dialogue est compliqué. Eyal Sivan posait cette question-là. Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement le débat externe dans la pièce, c'est... Attends, je viens de réaliser on voit que le débat est compliqué, mais... Oh putain, c'est indécent, je trouve, l'intervention du journaliste. Hein. C'est vraiment... on voit bien, hein, vu ce réalisateur barbare qui parle, on voit bien que le débat est compliqué, hein, quand même. Hein. C'est indécent, hein. Vraiment. Hein. C'est dingue, hein. Parce que, oui, le débat est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué. Vraiment. Hein. Et il y a le trop fort en 1v2. Mais oui, non, mais il est trop bon, quoi. Sans les affects, hein, un peu de calme quand même pour élever le débat. Non, mais... L'indécence de demander de la politesse dans un cadre comme ça, où encore une fois, combien il y a de personnes qui n'ont pas parlé de ce génocide et combien de personnes en ont parlé à la radio, etc. Genre, c'est dingue, quoi. Vraiment, quoi. Et c'est fou de voir ça, quoi. Plus de ça, le rêve reste factuel et apporte des propos sans être trop conflictuel, mais le sujet l'est en lui-même. Bah oui, c'est ça le problème en fait. Enfin, c'est ça le problème. C'est que oui, quand tu abordes le sujet d'Israël-Palestine, c'est dur de ne pas être dans les affects. Ça, c'est évident, bien sûr. Ouais, encore une fois, il est en 1v2, quoi, c'est dingue. Et en plus, il est à distance.
Donc c'est ça qui est dur aussi, hein, c'est qu'il est du coup dans un autre studio, j'ai pas tout compris, il est dans le sud je crois. Le mec voit son pays bombardé depuis des années, il doit rester là. Alors pour le coup il est israélien, donc voilà, c'est différent. Mais oui. Faire en sorte que les films puissent aussi financer, aider le cinéma palestinien, aider le cinéma en l'occurrence qui... Comment... Non mais on est à un moment, on sort en fait en France, excusez-moi, je reviens depuis le contexte français parce qu'on est quand même dans un moment politique particulier, on sort de plusieurs mois, notamment d'une commission d'enquête parlementaire qui a tout mis en place pour saper l'audiovisuel public dans ce pays, où la répression est réelle en fait dès qu'il s'agit d'exprimer des inquiétudes sur la menace parlementaire, qui a tout mis en place pour saper l'audiovisuel public dans ce pays. On est dans un moment, on l'a vu à Cannes, où la répression est réelle en fait dès qu'il s'agit d'exprimer des inquiétudes sur la menace que représente le fait que la seule chaîne payante française soit aujourd'hui détenue par l'extrême droite. La situation est vraiment dangereuse pour tout le monde. Donc moi, encore une fois, je ne peux que répéter une chose. Le plus important, encore une fois, est de se parler, de se rencontrer et de sortir, encore une fois, du détournement des luttes collectives en affaires personnelles. Les ingérences, ça... Mais en fait, finalement, on peut juste discuter, etc. Alors, des fois juste... on l'a bien vu dans le cadre ici, mais la discussion n'est pas possible, la discussion est totalement caduque, hein. Ce n'est pas possible de discuter, c'est pas possible de se parler, puisque, comme vous voyez, c'est pas possible d'avoir juste un journaliste un peu conscient de ce qu'il fait, et un peu conscient du fait que quand même, ça le fait pas d'interrompre toutes les 5 minutes les gens, mais aussi, juste il y a des gens qui n'ont pas envie de discuter, quoi. Moi, je connais des gens autour de moi, militants, qui sont en mode, non mais même discuter avec quelqu'un qui est israélien, je ne peux pas. Parce que je monte trop dans les affects, et particulièrement quand c'est quelqu'un d'israélien et sioniste, hein, bien sûr. Il y a des gens qui sont en mode, non mais moi je veux bien discuter avec des Israéliens tant qu'ils sont anti-sionistes. Hein. A priori, personne n'a de problème avec le fait de discuter avec Eyal Sivan. Par contre, il y a des gens qui sont en mode, non mais les gens un peu trop mous, anti-Netanyahou, mais pas anti-Israël, tout ça, je ne peux pas discuter avec eux, quoi. Ça existe aussi. Je vous remercie tous les deux. Eyal Sivan, vous étiez en duplex depuis ici Provence, qui a pu rendre parfois le débat un peu difficile. Ça n'est pas aidé par le fait qu'il soit à distance, quoi. Mais c'est pour ça, moi, je rêve d'un débat Eyal Sivan, Nadav Lapid. Hein. Pour le coup, les deux, ils ont une vision très différente des choses. Et là-dessus, ça pourrait être plus pertinent, quoi. Vous avez trouvé le temps d'exprimer votre parole, vous également, Judith Loulévy, à Paris. Judith Loulévy, je rappelle que vous êtes productrice des films du Bal, productrice des deux derniers films de Navad Lapid, Oui et Le Genou d'Aed. Et Eyal Sivan, je rappelle que vous êtes cinéaste, essayiste et membre fondateur de la FRACBI, la coordination française du boycott universitaire, culturel et sportif d'Israël. Je rappelle également votre livre qui a été publié aux éditions de La Fabrique, Un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Juliette Mouelik, Diane Devancet, Mathias Mégy, Antoine Héral. Quant à nous, restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes seulement. Il a peut-être redit Navad, je vous avoue. De cette émission qui sera consacrée à l'histoire des restitutions d'œuvres d'art depuis 1815. Oh, intéressant. Mais écoutez, et d'ailleurs les gens, enfin voilà, j'en parle aussi, mais il y a eu aussi l'article de Louisa Yousfi. Je crois qu'elle a fait aussi un article, je sais pas si ça concerne l'intervention effectivement de Eyal Sivan à France Culture, mais je crois que il y a eu plusieurs articles par rapport à ça, c'est sur son Substack, enfin voilà, je vous invite à aller checker. En vrai, c'était un débat intéressant, même si le débat... il y avait presque pas possibilité de débat par endroit, quoi. Le fait d'interrompre comme ça quelqu'un à tout bout de champ, vraiment, quoi. Faut prendre un moment pour apprécier les progrès immenses de la question en un an seulement. Oui, il y a un an, c'était impossible, quoi. Il y a un an, c'était impossible. Et il y a un an, autour de la fête de l'UMA, moi je me souviens, Saad, en plus, on en avait discuté à ce moment-là, parce que je crois qu'on c'était en plein, la première fois qu'on s'était vu, c'était en plein pendant toute cette affaire-là. Et je me souviens, me dit, mais c'est quand même assez lunaire tout ce qui se passe, quoi. Même si, encore une fois, moi, le problème à l'époque, c'est que j'avais pas vu le film. Et je me suis dit, quand même, je pense que le film, voilà, il est correct. Et le film, effectivement, moi je trouve qu'encore une fois, le film, il est vraiment chouette, bien sûr. Le problème, c'est que il y a des financements, c'est qu'il y a des problèmes, c'est que les actions de Nadav Lapid ne vont pas dans ce sens-là, et ça là-dessus c'est discutable, bien évidemment. Mais après voilà, moi j'invite tout le monde à aller voir Oui Nadav Lapid, à aller voir également les films d'Eyal Sivan. Encore une fois, hein, moi j'ai vu Jaffa, La mécanique de l'orange, et je trouve que c'est très intéressant, très pédagogique, hein, j'ai envie de dire, ce genre de film-là. Et encore une fois, je rappelle ce que disait Godard, hein, je l'avais introduit un petit peu comme ça. La question du coup Israël-Palestine, c'est aussi pas mal résolu par la question culturelle,
Et le fait que Israël était dans la fiction, était dans le futur, entre guillemets, était dans le fait de raconter des histoires, là où la Palestine est coincée presque dans le documentaire. La majorité des films palestiniens, c'est des documentaires sur la Palestine, avec notamment par exemple un film comme Children of Revolution, le film d'ouverture du coup du Festival Ciné Palestine, où c'est des témoignages qui s'enchaînent, où c'est des images d'archives, etc. Et à côté, des films comme Yesterday I Didn't Sleep sont assez minoritaires. En Israël, c'est différent. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'œuvres de fiction, il y a beaucoup plus d'œuvres tournées vers l'avenir, mais presque comme si l'avenir palestinien n'existait pas. C'est ça aussi le problème, quelque part. Et c'est là qu'il faut y réfléchir. Ou Palestine 36, ouais, tout à fait. Palestine 36 plus récemment. En un sens également, La Voix de Une Rajab, qui est mi-fiction, mi-documentaire. Je pense que la question du boycott culturel est très large et qu'elle est beaucoup résumée par ces interventions-là, où au bout d'un moment, oui, bien sûr que cette question-là, elle est pas simple pour beaucoup de gens. Mais si en plus on pouvait éviter quand même d'avoir de la mauvaise foi, d'avoir des non-dialogues, comme là l'intervention du journaliste faisait penser, ce serait quand même bien meilleur, quoi. Au bout d'un moment, c'est déjà un débat si complexe qu'on n'a pas à être pressé par le temps et à être pressé par « Ah non, il faut rendre le plateau dans 40 minutes ». Et vas-y, barre ta race. Vraiment, au bout d'un moment, c'est pour ça que moi, je trouve que là, le débat, heureusement qu'il y avait Eyal Sivan pour apporter un peu de contradiction, tout de même. Mais sinon, je vous avoue que ça aurait été catastrophique, quoi. Vraiment, vraiment catastrophique, quoi. Et heureusement qu'il y a un minimum de contradiction par rapport à tout ce qui est dit. On va pas se mentir.